En plus, il y a le Nintendo Direct. Est-ce que t'as réussi à ne pas te faire spoil? Mec, je me suis fait spoiler des trucs. Je peux pas te le Ah cacher. J'ai vu putain. des trucs. Je sais pas si j'ai tout vu, mais bon, la Switch 2, mec, c'était dur de passer au travers. Oui, bah oui, je comprends. C'était dur de passer au travers. Après, c'était vraiment. Tu sais, je zappais comme ça, tu sais. Je voyais un truc Nintendo. Non, non, Romain m'a dit, je dois pas regarder, je dois pas regarder. Ah Je vais non, pas bah non, regarder. faut pas que tu regardes. Je veux le plaisir de t'annoncer certaines choses qui seront très drôles. Ok. Qui vont bien être rigolos. Donc je prends le micro. Est-ce pour qu'on ce garde premier ça sujet. on se garde pour la fin le petit plaisir Nintendo? Tu veux commencer directement Ah non, moi je veux commencer par ça. Moi. Je veux que ce soit le sujet d'introduction. Parce que si t'es fait spoil en plus, je pense que tu sais très bien ce qui me fait marrer en fait sur cette présentation. Alors, qu'est-ce qu'on a à dire sur cette nouvelle Nintendo Switch 2? Fais-moi comme Qu'est-ce si tu qu'il y a étais le présentateur du de Nintendo rigolo? Direct. Eh bien, c'est parti. La première chose que j'ai à te dire, Timothy, c'est que la Nintendo Switch 2 marque une vraie évolution avec son écran LCD 7,9 pouces en 1080p HDR à 120 images par seconde. Waouh. Ah, waouh! Waouh, c'est peut-être ce que je me suis fait spoiler. Ouais, bah oui, sans surprise. J'ai l'impression que ce Nintendo Direct, il a été fait pour toi. Sachant que, en mode docké, elle peut atteindre la 4K, attention, incroyable, et qu'elle a un ventilateur intégré et qui garantit des performances stables. Mais j'ai l'impression qu'ils t'ont écouté chez toi te plaindre quand tu jouais à Breath of the Wild pour faire cette putain de Switch 2. C'est fou. C'est incroyable. Alors, déjà, j'ai une première question. Ouais. Moi, juste là, comme ça, quand tu me parles de la technique de la console, Ouais. qu'est-ce qu'ils vont faire tourner dessus? Ah bah, merci, j'y viens. Tu t'es pas fait spoil du coup, ça. Pas tout, non. Ah, je m'en frotte les mains. Le stockage, il passe à 256 gigots au lieu des 32 de la première version qui était clairement rincée. Bon, en vrai, je pense que la plupart des gens, ça les faisait pas chier parce que bon, tu vides Oui. quoi. Mais c'est quand même bienvenu. Pour résumer, les Joy-Con, ils sont moins cringe parce qu'il y a eu plein de problèmes avec le fait que tes doigts dérapent sur les petits joysticks parce que les petites manettes sont trop petites. Ou alors, il y a même des gens qui, à force de les utiliser, ils pétaient carrément les petits boutons dessus. Ah ouais. Mais du coup, on parlait des jeux. Et le truc très rigolo, c'est que, attention, prépare-toi, la console sera capable d'accueillir Elden Ring, Non. Hades 2 et Hogwarts Legacy. Soit 3 de tes jeux préférés. Est-ce qu'on n'est pas bien là? Putain, je suis vraiment aux anges. C'est vraiment la console de mes rêves. Il y a tout ce que tu avais demandé. Tu as une Nintendo Switch plus performante, tu as potentiellement l'occasion d'y jouer en 4K avec 120 images par seconde. Qu'est-ce que tu peux demander de plus? Honnêtement. Moi, je suis sûrement la Moi, je sais ce que tu peux demander de plus. Un nouveau Zelda. Parce que oui, un nouveau Zelda a été annoncé. C'est pas Un nouveau Hyrule Warrior, qui est la licence Zelda spécifique, parce qu'en fait, c'est des beat'em all, en fait, tout simplement. Oui. Cet opus-là, il va se dérouler en pleine guerre de l'emprisonnement, qui est l'arc qu'on voit pas dans Tears of the Kingdom, mais en fait, c'est quand Zelda retourne dans le passé avec les Zonai, qui est le peuple que tu découvres dans le dernier gros Zelda, quoi, qui affronte Ok. Ganondorf, tout simplement. Donc, c'est un beat'em all qui a lieu dans ce contexte-là. Tu veux dire que c'est un. C'est un peu. C'est pas un peu. Alors, je suis bête, hein, je suis néophyte complet de l'univers, mais c'est Ouais. assez rare qu'il y ait des embranchements pareils entre les jeux, non? Justement, ça a toujours été comme ça. Parce que moi, j'ai souvent le souvenir que c'est un peu des. Chaque épisode est dans son truc temporel à lui, sans être vraiment connecté aux autres, ou alors de manière très compliquée. C'est un peu différent. Si tu prends la licence cœur de Zelda, donc pas les opus comme Hyrule Warrior et tout, effectivement, tu changes de contexte et d'environnement à chaque fois. Après, étant donné que à la base, c'est des jeux linéaires, les Zelda, et que depuis les open world, depuis Breath of the Wild, il y a 2 jeux qui suivent, peut-être qu'ils vont rester sur cet arc-là un moment, je ne sais pas. Il y avait déjà eu un Hyrule Warrior avant celui-ci, qui était dans la première bataille qu'il y avait eu avec Ganondorf aussi, basé sur l'univers de Breath of the Wild. Donc théoriquement, tu pouvais les brancher déjà. Les 2 derniers Hyrule Warriors sont directement liés aux 2 derniers Zelda en fait. Ceux d'avant non, mais les deux, Ok. les 2 derniers le sont quoi. Et oui, c'est rare. Après, t'as toujours le débat. Est-ce que c'est canon ou non? Ouais. Là, pour le coup, je pense qu'on va voir ce qu'en dit Nintendo, mais tu pourrais clairement le considérer comme canon, étant donné que elle a eu lieu cette guerre. On le voit dans Tears of the Kingdom. Pourquoi pas faire canon, tu vois? Pourquoi pas utiliser ça comme prétexte pour rendre le jeu pertinent? À voir. Bon, ça après, en vrai, franchement, pour un jeu comme des Hyrule Warriors, c'est pas très important. Tout ce que tu veux, c'est tabasser des bokoblins. Oui. Qu'est-ce qu'il y a Après, du coup, d'autre ça fait d'intéressant? Ouais, c'est ça. Continue ta présentation là. Je ferai mes remarques ensuite. Vas-y.
Alors, il y a un truc qui est encore plus intéressant qui vient d'un studio que tu affectionnes particulièrement, c'est que cette console va porter une exclusivité From Software, Duskblood. Est-ce que tu en as entendu parler ou pas du tout? Ouais, je l'ai vu passer celui-là. Ok, donc ça c'est quand même assez marrant qu'il y a dû avoir un petit partenariat pour sortir cet exclu et réussir à ouvrir le monde à Nintendo, autre que les jeux Nintendo. Et en gros, tu vas incarner un vampire dans une guerre autour d'un mystérieux premier sang, qui est une source de pouvoir ancestral. Et du coup, tu incarnes un membre du clan du sang de Crépuscule, une lignée aux dons surnaturels, prêt à tout pour protéger son héritage. Donc je pense que c'est un scénario bien large, bien basique. Mais ça m'a étonné de voir une exclue, honnêtement, From Software sur la Switch. Assez intéressant. Est-ce que je conclue sur le prix ou tu veux réagir maintenant? Vas-y, je vais réagir maintenant parce que le prix, ça va amener d'autres choses que je pense savoir. Enfin, j'ai entendu que les gens disaient que c'était. Enfin, j'ai vu des comparaisons avec des jeux pour dire que c'était, je sais plus combien d'euros et qu'il y avait d'autres jeux qui étaient ceux de la Switch qui étaient carrément plus chers. Oui. J'imagine qu'il y a l'air d'avoir quelque chose là-dessus. Je me permets de rabaisser mon micro Vas-y. bureau. Hop. Et je vais réagir de ce pas à ces annonces. Cette présentation est faite pour toi. Ouais. Je sais que j'ai vraiment rigolé premier degré, je me suis dit mais c'est pas possible. C'est vrai que c'est un peu marrant. Après il y a quand même, du coup moi c'est intriguant parce que tu vois moi je suis pas du tout team Nintendo, les consoles me parlent pas, les jeux encore moins. Et selon moi ça n'allait jamais arriver ce genre de cas parce que pour eux c'est pas important. Une console qui est puissante et qui est dans l'ère de la technologie actuelle. Tu vois, d'avoir des hautes fréquences, du 4K. Ça, c'est des trucs d'américains, tu vois. C'est juste pour montrer les grosses features. Regardez, on a la plus grosse, on fait des trucs hyper performants. Côté Nintendo, ça n'a jamais été vraiment trop ça. C'est pas leur point d'attaque. Ils vont plutôt te montrer sur des licences fortes, avec des gameplays forts, et avec des choses qui sortent du lot, qui sont plus créatives, qui sont plus intéressantes sur ces points de vue-là, de manière vraiment purement jeu vidéo. C'est vrai. Donc je sais, c'est qu'il y a une stratégie plus long terme en tout cas où ils essaient de rattacher les wagons avec peut-être ce qui se fait du côté du jeu des autres. Ouais, le jeu traditionnel quoi, Ouais. plus traditionnel au final. Pour peut-être du coup, alors peut-être sortir de leur, j'ai envie de dire leur confinement, c'est pas vraiment ça, mais c'est pas le bon mot. Alors isolement en fait, parce qu'ils jouent vraiment à part, ils sont pas dans la même cour que les autres. Exactement, peut-être qu'ils veulent sortir de là pour commencer à ouvrir leur marché à quelque chose de plus grand, commencer à parler à des niches, genre notamment tu vois les joueurs PC. Ouais. Pourquoi pas, on va voir. Moi je suis un peu curieux du coup, c'est vrai que ça ouvre un peu le... Je me dis tiens, ok, intéressant. En plus du coup ils ont l'air de mettre des jeux mainstream sur leur future console. Donc c'est à voir comment ils tournent quand même. Mais moi je suis quand même toujours toujours sceptique. Parce que ça reste une console portable qui peut envoyer autant de fréquences à même si c'est que du Full HD. Ouais, on est peut-être capable de faire ça maintenant, je sais pas. L'autonomie elle doit être bizarre par contre. J'ai pas de point là-dessus. J'avoue que je sais pas, ils en ont pas spécialement parlé, ou alors j'espère que j'ai pas loupé l'info, ce serait gros, mais j'ai vraiment tout regardé, donc je ne pense pas. Okay. Ouais, effectivement, mais globalement ils ont l'air de l'avoir bien boosté. Je suis d'accord avec toi. Clairement, cette présentation, tu sens qu'il y a une volonté de s'ouvrir un peu en fait au reste du monde en boostant la console et donc du coup intéresser potentiellement de nouveaux éditeurs parce que t'as pas envie de dev un jeu et de voir le nerf parce que ton support le suit pas. Donc clairement, t'as ce point-là qui est cool. Après, le problème, c'est que je pense qu'ils font les choses quand même à moitié. Il y a un truc dont j'ai pas parlé, c'est qu'ils mettent en place 2 features qui sont assez intéressantes, notamment une feature qui te permet de discuter en direct avec tes amis pendant que tu es en train de jouer. On dirait un overlay Discord, si tu veux, sauf qu'en fait, c'est natif à la console. Ce qui est dommage. Je me dis, mais pourquoi pas utiliser un wrapper ou te permettre d'utiliser Discord directement via ta console pour te connecter encore plus au monde. Ouais, c'est ça, de faire encore autre chose isolé, quoi. C'est ça, et donc du coup, sur ce coup-là, l'idée est bonne, c'est une bonne idée, clairement, mais ils ont préféré faire un truc natif. Qui plus est, pour accéder à cette feature-là, faut payer l'abonnement online. Ouais, on revit le Xbox Live de l'époque. Oui, exactement, ouais, c'est ça, mais tu sens qu'ils ont encore du mal, à mon avis, à lâcher des brides, mais qu'ils vont pas avoir le choix, je pense, pour rester compétitifs. Après, je me demande si c'est pas tout simplement parce que leur développement de leur prochain jeu, que ce soit le prochain Zelda ou leur prochaine grosse licence, ils se sont peut-être rendu compte oui, exactement, que c'était limitant, qu'ils auront pas le choix d'upgrade, en fait. De toute façon, ils se sont mis un peu des bâtons dans les roues avec l'open world. Hein. Ils ont dû se rendre compte de la bêtise. Attends, mais là, les gars, pourquoi on a une console portable et on fait un open world de ouf avec une physique de malade et hyper interactif? On est fou.
Ouais, clairement. Après, il y a un truc que je me demande, mais là, pour le coup, je me base peut-être juste sur l'aide de connaissances un peu théoriques que j'ai eues ici et là. J'ai l'impression que Nintendo, par rapport aux autres grosses boîtes dans le monde du jeu vidéo, fonctionne un peu différemment et qu'ils ont plein de devs en interne et que t'as pas tant que ça de turnover. Comme les gros, tu vois, genre tu regardes les boîtes américaines, enfin même dans le jeu vidéo en général, t'as quand même peu de cœur de métier et c'est souvent de la prestation variable, tu vois, qui tourne Ouais. en fait. En général, tu bosses pour une boîte au travers d'un projet et pas Ouais, pour la boîte. Une fois que ton c'est projet vrai. est fini, tu changes de boîte, quoi. Tu fais même C'est- souvent des micro-bouts au sein d'un jeu. La plupart des gens, je pense, ne vivent même pas le jeu du début à la fin. Il n'y a aucun Ouais, mec qui fait un développement en entier vu le temps que ça prend maintenant. Et oui, effectivement, carrément. j'avais déjà entendu parler que même dans les pays asiatiques, de manière générale, ça reste des... Les mecs ont des carrières énormes, en fait. Du coup, ils ont des vétérans. Des mecs qui ont de C'est ça. l'expertise de ouf. C'est ça, c'est ça. Donc c'est un modèle qui est un peu différent. Alors peut-être c'est culturel aussi d'avoir cette approche-là. Je sais pas. Mm. Ça pourrait être un sujet intéressant à explorer. J'avoue que là c'est Ah vraiment ouais, purement carrément. Bien vu. de l'instinct. Mm. Et dernière chose, j'ai oublié d'en parler. Alors pour le coup, c'est un truc qui m'a le plus étonné. Enfin étonné. C'est attendu quand sur une nouvelle console qu'il y ait un nouveau Mario Kart, forcément. Donc enfin, ça fait des années qu'ils sont sur le même. Donc il y a un nouveau Mario Kart qui est annoncé, Mario Kart World. Et bon, du coup, tout simplement, la particularité de celui-là, c'est d'en faire un open world, Timothy. Ah, tu t'y attendais pas à Cette celle-là. connerie-là, ouais, non. Je te- Je vais jouer à Non, Forza Horizon. Et oui, exactement. Non, en vrai, on n'en sait pas plus. Par contre, ce qu'on sait, c'est que tu as une grosse partie dans la plupart des circuits ouverte. C'est-à-dire que tu n'as pas de piste. Tu pourras regarder le trailer si t'es curieux, mais en fait, tu te balades littéralement Je alors, comprends pas. dans un champ. Il n'y a pas de circuit. Tu vois, toutes les cartes qui vont dans tous les sens. Tu te dis, mais comment on fait la course du coup? Ouais, comment on fait la course ça Ouais, c'est assez curieux. En vrai, c'est là que c'est marrant parce que tu vois, Mario Kart, je suis pas un gros joueur non plus, mais j'ai quand même 50 heures dessus, sachant que j'ai le jeu depuis la sortie de la Switch. Donc, tu vois, c'est pas colossal en fait. Je joue occasionnellement quand il y a des gens, ça peut être sympa. Mais quand même, tu vois, ça m'a fait plaisir. J'ai envie de mettre les mains dessus. Je pense que je testerai pour rigoler. Mais le côté ouverture dans un Mario Kart, dans un jeu de course, je suis un peu sceptique. Je sais pas trop comment ça va être intégré, mais en tous les cas, je trouve ça marrant. Ça me donne envie de jouer quand même. Tu vois, je suis un peu curieux. Moi, j'aime bien Mario Kart. Je suis assez bon en plus. Bah, tu te rappelles, Ah, on a toi joué aussi ensemble. Ouais, on a joué ensemble, ça. Oui, c'est vrai ça. Et Oui, bah voilà. on se talonnait de ouf. Ouais. Il suffit d'une carapace bleue pour briser des amitiés Ah, et ça, classiques. c'est Ouais. ouais, voilà, la classique. Donc, tu le sais, quand t'es très bon à Mario Kart, quand la seule chose qui te fait perdre, c'est que t'as mal timé le moment où tu passais premier, c'est-à-dire que t'es passé premier trop tôt, et du coup, tu Oui. prends la fameuse patate au dernier moment. D'ailleurs, moi, c'est arrivé à ce niveau. Alors, c'est pas pour le faire le mec, hein, mais je trouve qu'arriver à ce niveau-là, ça m'intéresse beaucoup moins. Parce que c'est un facteur stratégique qui est un peu spécial. J'aime pas trop la stratégie dans la course. J'aime que les mécaniques. Bah. Et ça, c'est parce que je suis bête. Je comprends. Après, en fait, c'est parce qu'on est bizarre. On est pas En fait, je crois qu'on n'est pas censé être bon en Mario Kart. C'est peut-être ça le problème. Je pense qu'on est censé être bizarre. Tu sais. En gros, t'es 5ème, 6ème tout le temps, et hop, t'as une fusée qui te met premier dernier moment, et là, t'es censé dire oh, trop marrant. Et vu que nous on est bon, bah ça nous arrive pas. On est premier dès le début. Ouais. Du coup, Ouais, ouais. t'es là, tu contrôles tes dérapages, tu essaies de prendre tes courbes les plus proprement possible, donc forcément t'es frustré quand la seule chose qui te fait passer deuxième, c'est un truc que tu peux pas éviter, quoi. Concept. Bah, intéressant, c'est marrant, elle tombe bien cette petite conférence là. Ouais, clairement, ça fait un sujet assez marrant à aborder, mais moi vraiment, je te jure, le fait que on dirait qu'ils ont dit, ok, Timothy il aime pas ça, ok, changer, alors 120 Hz, ok, ça part. Ah, ils sont Ouais, donnés, je trouve ça ouf. C'est marrant, par contre, du coup, alors là, entre le. Enfin, il y a plein de trucs qui me font rire, du coup, mais c'est en lien avec plein de choses qu'on avait déjà parlé en off, malheureusement, mais tu vois, le côté From Software qui va sur la Switch qui est boosté. Alors qu'au Oui. From Software, le premier truc que je me plains, c'est toute la technique qui marche pas du tout derrière. Les mecs ont un moteur qui a trop de retard. Qu'est-ce que ça va donner? Est-ce qu'ils vont en profiter pour faire un truc mieux en se connectant avec une console portable? Pitié From Software. Pitié, je veux jouer sur mon écran principal. Je veux pas faire des manips bizarres. Ouais, pas mal. Et du coup, tu voulais parler du dernier point, le prix, c'était ça? Ouais, c'était le prix pour conclure là-dessus. Le prix qui va faire criser certains si vous n'avez pas déjà la nouvelle et qui vous fait déjà péter un plomb si vous la connaissez, mais c'est qu'en Europe, le prix est annoncé à 470 € la console, ce qui est extrêmement cher, tout simplement, sachant qu'en plus le Mario Kart en question, apparemment, c'est teasé qui sera vendu à 90 €. Ça, c'est d'une violence en termes de prix. Et attends, mais ça, du coup, c'est les jeux de manière générale qui sont à ce prix-là ou c'est juste le Mario Kart? Le Mario Kart sera 90 €. Il y a un Donkey Kong exclusif aussi, enfin exclusif, nouvel opus qui sort, qui sera 80 balles. Donc je sais pas si tous les jeux seront, ils seront au moins 80 balles tous. Et, Ah, dans si, le j'ai temps, vu un truc. Est-ce que c'est vrai ou pas? A priori, il y aurait plus de cartouches. C'est que du dématérialisé.
Non, Ça, t'as deux j'ai- versions. Il me Ok, semble que j'ai j'ai vu raison. qu'il y avait deux versions. Ouais. T'as 10 Ok. euros d'écart entre les deux. T'as 10 euros moins cher pour du démat. Et tiens, si, attends, un truc un peu intéressant aussi. Et tu me parles du démat, ça tombe bien. C'est qu'un truc qui était reproché à Nintendo, et en fait, globalement, au marché du démat en général, c'est que le prix à l'achat devrait être logiquement moindre, étant donné que tu peux pas bénéficier d'une revente. Il est Oui. bloqué sur ta console. Donc, du coup, quand tu vois que le prix du démat il est que 5 euros moins cher qu'un physique, tu te dis, bon, bah, c'est pas intéressant. Et bah, ils ont fait un truc qui est pas mal, c'est que si t'as une copie du jeu sur ta console, imaginons Mario Kart, et bah, tu peux inviter des gens à distance à jouer avec toi, même si eux ont pas le jeu sur leur propre console. Ok, Ça, intéressant. C'est pas mal. ça amoindrit le problème d'acheter du démat et le fait d'avoir l'impression de se faire niquer. Et surtout Donc qu'en c'est plus, bon à t'as dit prendre. c'est moins cher le démat, la plupart du temps, c'est plus cher. Hein. Bah, il me semble pas. Attends, faut Parce revérifier qu'en les fait, sources, mais il me semble avoir vu que c'était 10 euros moins cher. Parce que le démat, en fait, tu peux. Enfin, le démat, il va forcément être au prix fort. Au prix, enfin, le jeu peut peut-être baisser de prix au fur et à mesure du temps, mais la plupart du temps, tu vois, tu vas payer tes jeux plein pot si tu vas sur le shop de Nintendo, tu vois. Ouais. Alors que la cartouche, même en magasin, des fois, tu peux la trouver à un prix raisonnable, étonnamment. C'est un peu la remarque que je m'étais fait quand j'ai commencé à découvrir l'écosystème Switch. Je me suis dit, mais attends, mais pourquoi je passe ma vie à payer? C'est les impôts? C'est quoi? Je comprends pas Nintendo. C'est un peu la Ouais, remarque c'est que ça. j'ai. Je te retrouve le prix. Mario Kart World 79,99 en édition numérique, 89,99 en édition physique. T'as 10 euros d'écart. Ouais, mais ça, c'est sur le papier, c'est leur annonce. Ouais, bon, après on verra ce qui sera fait, mais en tout cas, c'est c'est Ouais, l'information qui a été en vrai, communiquée. le prix de la console, à la limite, qu'est-ce que je veux faire de toute façon? Tout le hardware coûte une blinde maintenant, tout est en train de monter dans tous les sens. Et je pense que du coup, par contre, les jeux, c'est bizarre. En fait, je comprends toujours pas moi, pourquoi les jeux font que de monter de prix. Il y avait Gags d'ailleurs qui montait ça, qui dit que en théorie, on devrait logiquement faire monter les prix parce que les jeux coûtent plus cher. Mais en fait, non. Les jeux n'ont pas besoin de coûter aussi cher en fait. Le résultat n'est pas meilleur. Donc, je vois pas l'intérêt de faire des jeux plus chers. Enfin, c'est un peu curieux. Ça commence à coûter une blinde, tu vois. Déjà, on est à 80 balles pour les jeux normaux. C'est hyper cher en fait. Je comprends pas. Ouais. Il y a une époque, 50 balles, c'était le plafond. Hein. Et tu vois, t'as des jeux indés et tout, ils sont à moitié prix, ça marche. Enfin, ça marche en fait. Je comprends pas. Et les mecs, après, est-ce qu'ils ont pas d'équipe et tout à payer? Mais c'est parce que je reviens au même stade, t'es pas censé normalement avoir des jeux qui coûtent aussi cher, qui prennent autant de temps de développement. Je regarde dans les jeux qui prennent une blinde de temps à produire et qui donnent un résultat de ouf. Qu'est-ce qu'on a comme résultat, Roméo? Est-ce que t'es capable de m'en citer quelques-uns? Tu connais The Witcher? The Witcher, c'est combien de temps de développement? Est-ce que tu le sais? Là, c'est au pifomètre, je veux dire 6-7 ans. 8 ans. Allez, 8 ans. Attends, on va aller vérifier. Ouais, c'est ce que je suis en train de faire. Allez, entre 6 et 8, je me laisse une petite fourchette. 3 ans et demi, apparemment. Pas du tout. Voilà. Ok. Sinon, j'ai vu, comme quoi, alors c'est tous des menteurs. En fait, je crois que je t'ai dit un truc hyper générique en général quand il y a des annonces de temps Parce de que développement. les seuls temps de jeu qui mettent, enfin le seul qui met genre 6-7 ans, si ce n'est plus, c'est Rockstar Games. Red Dead Redemption, GTA. Mais en Ouais. même temps, bah ouais, là tu le ressens. Tu sais pourquoi il y a du temps de pourquoi les jeux Ubisoft c'est autant de temps, tu vois. C'est des open world hyper travaillés, je comprends pas. Non, voilà, ça fait des jeux qui sont bons sans plus, tu vois. Donc c'est qu'a priori, il n'y a pas besoin de se diriger vers le toujours plus, toujours plus. On peut juste couper les prix, réduire les effectifs, prendre des décisions plus importantes. Enfin, réduire les effectifs, ne virer personne. Attention, non, je rigole. Ça sera pas couplé, ça. C'est pas dans ce sens-là. Dans le sens de faire des projets plus divers et plus travaillés et plus avec plus de parti pris en fait. Chercher plus de la créativité et des petits jeux. Pourquoi le marché du jeu indépendant fournit des trucs bien plus intéressants en fait? Parce que les mecs ils sont tout seuls dans leur petit coin et ils ont pas des coûts bizarres à payer en fait. Et les investisseurs à faire. Mais ils ont pas, ce que je veux dire, ils ont pas d'actionnaires qui vont leur casser les couilles à mettre du contenu qui sert à rien Ouais, aussi, c'est faire du remplissage. l'aberration. Ouais. C'est peut-être pour ça aussi que les jeux coûtent cher, parce que du coup ils mettent du temps à être développés, parce qu'on veut que les jeux durent très longtemps. Je pense que le prix Non, mais je pense. est aussi enfin pas corrélé, mais en gros, en tout cas, c'est une conséquence au fait de vouloir faire des jeux remplis. Ouais, mais c'est tout Pour à fait. En fait, c'est parce stabiliser le temps de qu'ils développement. font monter. Parce qu'ils disent, ouais, mais un prix plus élevé justifie l'investissement qu'on donne dans la production de nos jeux. Mais personne ne veut ça. Hein. Et je crois que c'est un espèce de piège qu'ont mal compris les éditeurs. Les gens ne veulent pas du toujours plus. En réalité, c'est pas vrai. Tu vois, même s'il y en a qui pensent qu'il faut toujours plus, je pense qu'il y a des joueurs qui doivent penser comme ça. C'est pas ça que les gens veulent. C'est pas ça leur expérience marquante. Tu leur demandes leurs 3 premiers jeux.
Je pense pas que c'est ceux qui ont eu le plus haut taux de. Tu vois, t'as des mecs qui vont dire Stardew Valley, tu vois. Oui. Bah oui, bah du coup. Ou Animal Crossing, tiens, si on prend le commun des mortels. Ça me fait rire à chaque fois qu'on parle de ce titre. Mais ouais, c'est clair. Je pense que vouloir faire des jeux avec une durée hyper longue, c'est pas forcément toujours pertinent. T'as des jeux qui peuvent te marquer énormément en 10 heures. Ouais. En exemple classique, le Détroit Become Human que j'ai fait il y a pas si longtemps que ça. 10 heures, ça passe vite. Hein. Je prends n'importe quel jeu. Monster Hunter, j'ai l'impression que j'avais à peine vu le début du jeu. Et pour le coup, 10 heures, Détroit Become Human, il s'en est passé des choses. Hein. J'en ai vécu des émotions. Ouais. Donc, Et je sais pas combien de coûtait le jeu à la sortie, D3, mais je pense qu'il était bien cher. Hein. Je pense pas qu'il le vendait 20 balles. Hein. Je pense qu'il était au moins 50, non? Bon, il devait être plein pro, je pense. Ouais, attends. 40 balles. Ah, il t'a compté. Putain, tu vois, c'est. Ah, non, mais attends, tu vois, c'est. Enfin, bref. Ouais, mais c'est tout un sujet. Ouais, là, on s'égare déjà. C'est pas le sujet du jour. Le Nintendo Direct non plus, d'ailleurs, mais c'est pas très grave. Non, mais c'était la petite introduction. Je clôturais juste en disant que, par contre, pour l'édition de la Switch 2 uniquement japonaise, ils la vendent 330 balles en équivalent. Ah. Ouais. En tout cas, voilà pour l'introduction. J'espère que ça te fait plaisir. Franchement, je t'avoue que j'ai rigolé, mais premier degré quand j'ai vu que à la suite il y avait Elden Ring, Hades 2 et Hogwarts Legacy. J'étais mort. Je me putain, mais c'est pas possible. Non, mais je vais quand même jeter un œil. Moi, je serais quand même curieux. Il fut une époque, j'avais une Switch tout de même. J'avais jamais rien fait avec, mais elle me servait à regarder Crunchyroll sur la télé, mais c'est pas grave. Attends, mais si, j'oublie. Dernier truc. J'oublie parce que ça ne s'arrête pas. C'est que du coup, tu te dis, mais putain, c'est dommage que le dernier Zelda il soit sorti sur la version 1 de la Switch, étant donné qu'il était buggé et capé à 30 FPS. Qu'est-ce qu'ils ont fait, à ton avis? Tu pourras jouer en rétro-compatibilité avec tes jeux de Switch 1 sur Switch 2 si tu payes le fait d'avoir une upgrade. Ah ouais. Que t'apporte l'upgrade, Timothy? Un GPS intégré à ton téléphone via une application mobile dédiée. Mais qu'est-ce que c'est que cette merde? C'est ce qui fait que tu te balades dans les rues en disant tournez à gauche pour atteindre le village Cocorico. Ok, d'accord. Ouais, non, ça c'est. Non, mais mec, mais c'est trop bizarre. Mais ils se sont pris en. Franchement, j'ai l'impression de voir Xbox il y a 10 ans. C'était la sortie de la Kinect, c'est les gadgets, c'est les trucs rigolos. Effectivement, regardez, tu as bien deviné. Il y a une companion app. Tu as bien deviné, ils ont aussi acheté n'importe quoi, développé une caméra externe que tu devras acheter séparément de ta console pour des jeux spécifiques, c'est-à-dire faire des mouvements comme à l'époque de la Wii. Bien vu, Timothy. Ça s'arrête pas. Non mais c'est pas possible. J'ai un peu abusé sur les propos. Tu pourras utiliser ton jeu de Switch 1 et profiter de ton Zelda en 100 FPS apparemment sans payer l'upgrade. L'upgrade t'apporte uniquement le délire avec l'application. Ça, c'était pas une blague. Ok, d'accord, ça marche. Tu pourras jouer en 4K à Zelda sur la Switch 2? Ouais, apparemment, ouais, du coup. Ça veut dire que c'est fini, les émulateurs sont obsolètes? Apparemment, oui. Je vais pas prendre plus de certitude que ça parce que ça me paraît un peu bancal. J'attends d'avoir plus d'infos. C'est peut-être le moment où je fais Zelda pour de vrai. C'est ça. Imagine, tu aimes le jeu, ça serait fou. Tu vois que c'était juste ça. Non, bah ouais, je pense pas. Parce que je pense que c'était au-delà de ça quand même. tu serais peut-être allé un peu plus loin avec des meilleures conditions. Ouais, c'est ça. Peut-être juste pour des meilleures conditions, ça aurait poussé le truc un peu plus loin, mais j'aurais été lassé pour les mêmes raisons. On parlera peut-être un jour, je sais pas. Oui, forcément, c'est obligé. Bon, comment est-ce qu'on attaque dans le dur? Allez, vas-y. Maintenant, le sujet principal. Alors, ce dont on voulait parler aujourd'hui, c'est nos attentes pour 2025, parce que c'est une année plutôt riche en termes de sorties. Il y a déjà pas mal de gros titres qui sont sortis. Assez intéressant, genre Split Fiction, qui est pas la suite, mais le deuxième opus du studio qui avait fait It Takes Two. Kingdom Come Deliverance 2 aussi, qui est un gros jeu que tu es en train de faire. Tu es toujours dessus, tu l'as pas fini. Alors moi, faut pas se tromper, je suis toujours sur le premier. Ah, le premier, oui, effectivement, t'es pas sur le. T'as fait le premier quand le jeu est sorti. Je le ferai dans l'été, je pense, mais ce sera trop tard pour en parler. Quoique, ce sera peut-être intéressant de justement relancer le sujet pour pas qu'on oublie ce jeu qui a l'air formidable. Oui. On verra bien. Ça peut être un sujet. Et globalement, aujourd'hui, on va parler de quoi? Des jeux qui ne sont pas encore sortis cette année et qu'on va suivre avec impatience. Tout à fait. Et intérêt. Intérêt parce que ça a l'air cool ou parce que ça a l'air terrible, ça dépend. Ça dépend des jeux. Oui, c'est vrai. Je te propose qu'on commence avec un de ta sélection. Un de ma sélection, ok. Lequel je choisis? Je pense que je vais choisir Dune Awakening. J'ai envie de choisir un terrible jeu spoil en premier. Ok. Parce que je me suis un peu plus renseigné pour cet épisode-là sur le jeu. Et effectivement, bon bref, je vais le présenter, puis on va en parler après. Donc Dune, c'est quoi?
Dune Awakening, c'est un MMO de survie dans un monde ouvert basé sur l'univers de Dune de Frank Herbert, pardon, qui est une série de livres de science-fiction qui date de, je crois, des années 60, si je dis pas de conneries, mais peut-être je me trompe. Je suis en train de les lire, j'ai pas encore fini. L'action se déroule donc sur Arrakis, une planète désertique hostile où la survie est un défi constant. Le jeu propose une vision alternative de l'histoire où Paul Atreides, un des protagonistes principaux de l'univers de Dune, n'existe pas et une guerre des assassins fait rage entre les maisons Atreides et Harkonnen, Harkonnen étant une maison rivale des Atreides. Donc pour l'histoire du jeu, on incarne un survivant dont le vaisseau s'est écrasé sur la planète Arrakis. Après un tutoriel dans une caverne, on doit explorer le désert, récolter des ressources et s'intégrer dans les intrigues politiques d'Arrakis. L'histoire est marquée par la lutte pour contrôler l'épice, une ressource précieuse qui est le cœur également des bouquins en fait, d'origine de la licence. Le gameplay se repose sur 5 piliers. Donc le premier, c'est pas une grande surprise vu le côté MMO, la survie. Trouver de l'eau est vital dans un contexte désertique. Les joueurs peuvent extraire de l'eau, des plantes ou du sang d'ennemis. L'exploration. Arrakis est un monde ouvert où les joueurs peuvent escalader et utiliser des outils pour se déplacer. La construction. Les bases peuvent être construites pour stocker ressources et fabriquer des équipements. Le combat, ça va de pair aussi. Le système dépend de la classe du personnage. On peut prendre Trooper ou Manta, qui est une classe un peu de devin dans l'univers de Dune, avec des armes et des tactiques variées. On aura aussi un aspect interaction sociale, où le jeu propose des affrontements PVP et des guerres entre factions, en plus d'un côté PVE, forcément. Le studio qui développe le jeu, c'est Funcom. Le jeu est développé sur Unreal Engine 5, comme la plupart des jeux qui sortent aujourd'hui, pour offrir une expérience visuelle immersive, et la sortie est prévue le 20 mai 2025 sur PC. C'est bientôt. C'est bientôt. C'est vrai qu'il y a pas mal de jeux en plus qui sortent dans cette période-là. Tu veux réagir en premier ? Vas-y, je te laisse commencer. Est-ce que tu as des trucs à dire dessus ? Déjà, Funcom. Ouais. Je sais pas si tu t'es un peu informé sur le studio, mais en fait, c'est pour ça que ma crainte était fondée initialement sur ce jeu. Dis-moi. C'est les développeurs de Conan Exile, qui est un MMO de survie. Ouais, oui, effectivement. Plutôt fade. Oui. Mais du coup, j'ai envie de te dire... Est-ce que tu penses quand même que ce fameux Dune a l'air d'apporter quand même quelque chose en plus que tous les énièmes MMO de survie qu'on a eu ces derniers temps, qui ont l'air de trouver du public quand même, hein, parce que si ça continue de sortir et que ça continue d'arriver, de plaire à pas mal de personnes et d'avoir des accès anticipés qui marchent, parce que si je ne me trompe pas, Conan Exile à l'époque c'était une accès anticipé qui avait eu un franc succès. Comment tu vois cette affaire-là ? D'un bon oeil ou t'es stressé ? Moi, je suis extrêmement stressé à la sortie de ce jeu parce que Dune, c'est une licence qui me tient à cœur quand même, qui aborde énormément de sujets assez complexes qui serait dommage d'être réduits au travers d'un simple jeu de survie. D'autant plus qu'on pourrait tout simplement se dire que si le jeu voit le jour aujourd'hui, c'est parce qu'il y a une hype qui est revenue autour de la licence à cause des films ou grâce aux films, étant donné que les films sont bien. Moi, je vois ça d'un œil plutôt inquiet, surtout qu'en plus, comme tu le dis, le studio qui l'a développé est pas connu pour avoir sorti un banger les années d'avant. En plus, les jeux de survie, personnellement, c'est pas ma cam. Enfin, ouais. C'est hyper redondant. Donc, est-ce que c'est un énième jeu de survie avec un skin Dune pour rendre ça un peu sexy ? Je sais pas. Du peu que j'en ai entendu parler et du peu que j'en ai décrit là, on n'est pas du tout sur ce qui fait que l'univers de Dune est intéressant, à part le fait que le skin soit cool, forcément. Mais et encore que. C'est dommage. Et encore que, ouais. Si je peux me permettre, je trouve que même la DA du jeu, parce que Dune, c'est quelque chose qu'on a pu voir notamment avec les films. Donc quand même une DA, ça a de la gueule quand même. T'es quand même vachement immergé dedans, le son est dingue. T'as quand même quelque chose où tu te sens attiré pour malgré que ce soit une planète désertique. Ouais, c'est vrai, celui-là, ça a l'air d'être encore un jeu hyper générique et pas tamollé. Ouais, c'est un peu l'effet que ça donnait même sur le design des personnages, les véhicules. Tu vois, même les ornithoptères, je trouve qu'ils sont un peu flingués. D'ailleurs, est-ce que les ornithoptères, on pourra les... Genre, est-ce que ce sera vraiment des véhicules utilisables ? Je sais pas si on en parlait ça, ou est-ce que c'est vraiment juste des trucs de transport genre point A point B ? J'ai un doute à prendre avec des pincettes, mais je crois avoir lu que c'était que des trucs de transport, point A point B. Est-ce que ça pourrait être sur un verre des sables en transport aussi, Roméo ? Ça, je crois pas quand ils ont montré. Je crois même pas qu'ils l'ont fait, mais ça aurait été pareil, ça aurait été intéressant, c'est dommage. En fait, déjà, moi j'ai une crainte, c'est que les factions soient pas si différentes que ça. Tu vois. Je pense qu'ils avaient vraiment creusé entre, je sais pas... Attends mec, j'ai un nom sur le... Harkonnen ? Attends, tu veux dire quoi ? Non, les gens qui habitent sur la planète.
Arrakis directement. Les Fremen. Les Fremen, ouais. Tu vois, si tu jouais vraiment Fremen et que du coup tu avais des armes complètement différentes, ou alors tu jouais réellement les Harkonnen ou n'importe quelle faction qui est du coup plus avancée, du coup tu as vraiment une dynamique qui change d'une faction à d'une autre. Alors que là, ça a l'air d'être quand même les mêmes armes. D'ailleurs, enfin, je sais pas, ça me fait. Pourquoi c'est des armes à feu? Je comprends pas, c'est pas ça normalement que j'ai vu moi. Ouais, mais dans un jeu vidéo, ça s'y prête plus, tant pis pour l'univers. C'est Moi, pas c'est ça grave. parce que tu me corriges si je me trompe, dans le livre, il parle. Il n'y a pas d'armes comme ça. C'est les épées principalement. T'as les canons après des vaisseaux, mais. Oui, voilà, c'est ça. T'as les canons, t'en as des armes à feu, mais c'est rarement utilisé en combat direct. La plupart du temps, c'est des épées, parce que pour ceux qui connaissent pas l'univers, en fait, c'est le contexte de Dune, c'est après que l'univers de l'informatique, donc on peut imaginer l'IA, ait failli détruire l'humanité, et donc du coup, il y a eu des accords entre les factions pour éviter d'utiliser certaines technologies, pour éviter que l'intelligence artificielle refasse surface. Et notamment, une des technologies qui a émergé des vestiges de cette civilisation en ruine, c'est qu'ils ont réussi à conserver un bouclier qui est en gros une surcouche de notre peau qui permet de tanker les balles, mais pas les lames, étant donné qu'en mettant une pression assez importante et continue avec une lame, donc quelque chose qui perd fort, on arrive à rentrer au travers ces boucliers. Ce qui fait que les flingues sont devenus un peu obsolètes au profit des épées, quoi. Donc ouais, non, t'as raison. C'est effectivement ça. Ça aurait pu être cool en plus. Parce que des MMO survie comme ça. Après, Conan Exile, ça devait déjà être des épées. Donc peut-être qu'ils ont dit ils vont essayer de se diriger vers quelque chose où c'est plutôt de la distance pour amener une autre dynamique. Mais j'ai souvent peur de ces studios-là qui restent sur un même genre de jeu et qui vont juste tendance à faire du skin et pas faire vraiment des vrais jeux à part entière. Surtout que là, c'était une licence qui était forte, sur laquelle ils auraient pu creuser. Ouais. Après, j'ai une news. Ouais, vas-y. Qui me dit tiens, curieux. Funcom sont éditeurs derrière le projet Dune Spice Wars de Shiro Games. Je sais pas si tu savais ça. Ah non, je savais pas du tout. Ça, c'est intéressant. Donc, j'ai découvert qu'ils étaient là. Donc, je trouve ça marrant. Ça veut dire que les mecs ont quand même un sacré pied dans en fait. La licence Dune. Ouais, c'est ça. Donc peut-être qu'on se trompe. C'est un bon point. Effectivement. Non, je savais pas. Voilà, on verra bien. Ça peut peut-être donner un petit espoir, léger soit-il. Est-ce que tu sais d'ailleurs comment se présente la guerre entre factions? C'est la guerre de territoire ou c'est vraiment juste du base building basique? Je sais pas. Je crois qu'ils n'en ont pas parlé. Ouais, je crois qu'on a surtout pas l'info. C'est pour ça que quand tu m'as dit la sortie en mai, je trouve ça hyper surprenant. Peut-être que j'ai raté toutes les news du jeu, mais on n'a pas tant entendu parler de ça du jeu. Tu vois. Il y a eu son petit boom quand il y a eu la présentation, les premiers trailers. Et après, c'est passé un peu à la trappe. Donc on va voir. Ça va peut-être être une campagne de marketing d'influence un peu forte sur la sortie. Ils vont peut-être payer des influenceurs pour y jouer, en parler, et ça fera l'effet. Hein. Parce que moi, en vrai, genre, si on essaie d'être un peu optimiste, parce que moi, je serais quand même un peu excité. Ça reste Dune. Alors, je suis pas aussi fan que toi, hein, déjà, parce que moi, je suis pas un grand lecteur. Mais je trouve qu'il y a un attrait quand même sur la licence et sur l'univers. Surtout qu'on peut faire vraiment beaucoup de choses. En termes de jeux vidéo, ça s'y prête vraiment fort. Et s'ils font un espèce de truc à la PlanetSide 2, un jeu à l'époque, un peu de guerre de factions comme ça, où tu avais 3 factions qui étaient quand même relativement différentes, qui avaient un territoire sur une grande map en mode MMO comme ça, et tu devais gagner du territoire petit à petit, c'était du jeu d'équipe et tout. Mais ça s'était pas poussé suffisamment loin. Là, vu que tu as un côté un peu base building, survie, craft, gestion du coup de l'économie de chacune des factions, tu peux essayer de faire un système. Il y a un jeu comme ça, là, je ne sais plus comment il s'appelle, où tu es vu du dessus, là, en mode gestion de guerre, où tu as des mecs, c'est des ouvriers qui construisent les munitions, tu as des mecs qui transportent les munitions sur le front, et d'autres mecs qui jouent, ils font la guerre, quoi, pour gagner les territoires. Je sais plus comment ça s'appelle ce jeu. Le joueur du grenier qui en parlait pas mal, là, c'est un truc un peu assez niche, hein, c'est vraiment geek. Faut jouer beaucoup, parce que tu n'as qu'un petit rôle au sein d'une guerre énorme, en fait. Mais s'ils font un semblant de ce système-là, où chacune des factions a ses compétences à elle de son côté, ses bâtiments, ses chaînes de production, que chaque personne a sa petite économie qu'ils doivent gérer pour essayer de pousser la puissance de la faction et ainsi gagner le combat, et t'avances comme ça sur de la prise de territoire et sur le contrôle de l'épice. Tu vois, est-ce qu'il y a une notion de contrôle de l'épice? Attends, c'est une question bête, ça. Est-ce que c'est au cœur du jeu ou est-ce qu'ils l'ont sauté? Non, ça a l'air d'être au cœur du jeu. De ce que j'avais vu, ça fait vraiment partie des ressources pour lesquelles les factions se taperont dessus. Donc normalement, ça doit être intégré quand même. Ok. C'est sûr. Après, moi, en fait, il y a plusieurs scénarios possibles. C'est que globalement, s'ils font aller ne serait-ce que la moitié du boulot pour rendre hommage à Dune et réussir à intégrer l'univers de manière cohérente, donc je dis bien que la moitié,
théoriquement, c'est possible d'en faire un jeu cool. Donc, est-ce que le jeu sera cool d'un point de vue, c'est un succès parce qu'ils ont réussi à intégrer la licence parfaitement dans un univers de jeu de survie, d'open world, MMO, ce que tu veux. Ou est-ce que le jeu sera cool parce que les mécaniques seront cool, indépendamment du fait qu'il y ait la licence Dune, en fait. Ou est-ce que le jeu sera pourri parce que le jeu est pourri, peu importe le skin qu'on lui met dessus. En fait, pour moi, il y a 3 possibilités. Ça se trouve, le jeu sera bien, mais pas parce que c'est Dune autour, quoi. C'est possible. J'avoue que le fait que tu me dises qu'ils soient derrière Shiro, étant donné que j'aime bien leur jeu à la Northgard là, qu'ils ont fait avec Dune, ils ont un pied dans la licence parce que Shiro, même si c'est un jeu de stratégie et pas un jeu où tu contrôles un personnage comme ça, ils ont réussi à faire quelque chose de sympa, à bien intégrer l'aspect politique qui fait partie de Dune et qui est clairement un des cœurs des sujets que que la licence aborde. Donc de ce point de vue-là, ça rassure. Moi, honnêtement, t'enlèverais l'aspect jeu de survie qu'ils ont beaucoup mis en avant, je serais déjà plus serein. En fait, c'est vraiment le mot-clé de jeu de survie, ça me rend tout de suite anxieux aujourd'hui. Oui, ce qui est normal. ouais. Ok, bon. Si Mais tu je veux suis rajouter joué, quelque donc, chose sur le jeu ou... Non, on peut passer un de ta liste. Je pense que là, de toute façon, c'est juste à suivre. On verra si les inquiétudes sont fondées, tout On simplement. en parlera sûrement de toute façon dans le podcast, parce que je pense qu'on va y jouer tous les deux, probablement même ensemble. Oui, ouais, bah oui, carrément. La découverte va être un peu rigolote. C'est ça. Bah, allez, à vous, monsieur. Présentez un de vos fameux jeux de votre liste. Alors c'est vrai que moi j'aimerais bien parler de Death Stranding 2, mais je l'ai ajouté un petit peu au dernier moment de la liste. Donc c'est juste parce que je voulais faire un peu une petite lettre d'amour qui passe par là. Donc, Death Stranding, je pense qu'il a fait assez parler de lui à l'époque quand même, parce que ça reste un concept qui était assez original et du coup ça a attiré un peu tout le monde, mais je pense que pas grand monde y ont joué. En tout cas, je pense que dans tous ceux qui vont nous écouter, je pense pas que ce soit la majorité. Donc Death Stranding, pour le rappel, un jeu de Kojima. Donc c'est son studio à lui qu'il a fondé pour cette licence-là. Toujours édité quand même par Sony. Toujours Sony derrière lui. Alors a priori, la sortie de ce second opus, c'était pour le 26 juin. J'aimerais bien aller regarder juste la sortie en rapide du premier que je me suis pas noté. Qui était en 2019. Ah ouais, 18 même. Ça fait quelques temps déjà. Donc moi j'avais joué au premier opus et en fait... je pense qu'il y a beaucoup qui sont restés sur l'idée du jeu de livraison simulation. Et ils ont tout à fait raison. Et pourtant, c'est un excellent jeu. T'es pas prêt pour la première question que je vais te poser? Vas-y, je t'en prie, si tu veux la poser. Ah, c'est bon. Ouais, j'aurais pu continuer, mais du coup, tu m'as rendu Non, curieux. continue, vas-y, je la garde. Continue, va au bout de ta Garde. présentation. Ça te donnera peut-être des arguments en plus. Ok, donc moi j'ai joué au premier, j'ai pas terminé le premier parce que il y a eu pas mal de trucs dans ma vie perso et du coup ça avait stoppé l'avancée du jeu. Il faudrait que je le reprenne un jour, surtout que maintenant tout mon setup a vachement évolué et je serais très curieux de jouer vraiment sur un écran parce que c'est un jeu qui se veut quand même relativement contemplatif. C'est quand même beaucoup de panoramas et en fait on marche, on se balade, c'est de la promenade, c'est un jeu qui prend son temps et tu es content de te balader. Le concept vite fait du jeu, pour rappel, c'est qu'en gros, on est dans un espèce de monde post-apocalyptique où même après la mort, tu peux devenir une catastrophe à toi tout seul, étant donné que les corps explosent en bombes nucléaires. Et nous, on est... C'est une image ou c'est littéralement des bombes C'est nucléaires? vraiment, ça explose, mec. T'as des trous parce qu'il y a il y a eu des cadavres. Ok. Et en gros, donc nous, on incarne Sam Porter Bridges, qui est grosso modo un mec qui est missionné pour reconnecter l'humanité. Grosso modo, ça veut dire que il y a des espèces de petites villes souterraines qui sont dispersées un peu partout dans le pays. Donc c'est aux États-Unis que ça se passe. Et nous, on est là pour faire du transport de chacune de ces villes-là pour amener des ressources. Et reconnecter l'humanité. Et en fait, la reconnexion avec l'humanité, elle se base sur plusieurs facettes dans le jeu. Donc déjà au sein de l'histoire, au sein du côté transport des ressources, et au sein même entre les joueurs. C'est un jeu qui a une facette multijoueur cachée à la manière des Souls. Où en gros, on peut mettre des petits mots, on peut construire des bâtiments pour s'aider, on peut se mettre des petits likes, des petits pouces quand on s'aide. Par exemple, au début du jeu, tu vas être un peu dans la galère, tu vas monter une petite colline, il y a un mec qui a posé une échelle avant toi, tu peux t'en servir. Tu peux lui mettre un petit like. Merci mec, très sympa de ta part. Et au fur et à mesure du jeu, en fait, ces aides-là vont un peu plus loin, où il y a même carrément des routes qui se construisent, où du coup tu commences à avoir des véhicules pour faciliter ces transports-là. Et en fait, le jeu prend de plus en plus une ampleur qui est différente. Donc c'est hyper, hyper intéressant.
Ça reste un jeu de Kojima, donc c'est un petit peu perché. L'histoire, on comprend pas trop ce qui s'y passe. Les personnages sont un peu chelous. Et t'as un côté un peu mystérieux avec des petites créatures qui sont des fantômes. Je spoil pas, je pense que les gens devraient jouer. C'est vraiment pas mal. Là, le 2 arrive. Vu que j'ai pas fini le premier, je sais pas à quoi m'attendre dans le 2. Je me demande quand même on va pouvoir faire évoluer cette structure-là, parce qu'elle est quand même... Bah, ça reste quand même de la livraison d'éléments. Donc, t'es à pied, tu vas avoir des exosquelettes pour aller plus vite, et après, t'as des véhicules. Donc, c'est quoi les étapes suivantes? Comment ils vont rendre ça plus dynamique, plus intéressant? Ça, on verra bien. En tout cas, c'est sorti prévu pour le 26 juin. Donc, ça arrive aussi relativement rapidement quand même. Donc, je suis très curieux de le suivre. J'espère avoir fini le premier d'ici là. Je pense pas, mais bon, on verra bien. Tu as donc des questions rigolotes, je t'écoute. Tu m'en as niqué une parce qu'en fait j'allais te poser la question simplement, étant donné que c'est clairement un jeu qu'on peut mettre dans la catégorie des jeux concept, bah, que ça soit par le gameplay ou par, comme tu as dit, Kojima c'est un argument, donc il a toujours fait des jeux un peu exotiques, on va dire, des univers un peu loufoques. Dans le sens loufoque, pas dans le sens funny, dans le sens toujours un peu sombre, un peu glauque, un peu crade en fait. Ouais. Pour le coup, moi, les premiers jeux que j'ai découverts de lui, c'était Metal Gear Solid. Ouais. Tu m'entends ou pas? Ouais. Ouais, ok, mon PC a freeze, comme je te disais, l'espèce de bug bizarre qu'il y a. Ah oui, c'est les fameux, ouais. Okay. Ouais. Et du coup, je disais, le premier jeu que j'ai découvert, moi, de lui, c'était au niveau de la licence Metal Gear Solid, qui, pareil, avait un esprit un peu sombre. Et j'allais te demander comment tu arriverais à vendre le jeu, étant donné qu'il a l'image d'être un putain de walking living simulator. Mais en fait, tu m'as donné envie d'y jouer, tout simplement. Donc je me dis, bon, bah, c'est bon, il a réussi. Donc t'as répondu à la question avant. Oh, trop bien. Bien joué. Trop bien. Mais je pense quand même que ça reste pas un jeu pour tout le monde. Il y a des gens qui vont s'ennuyer très très vite. Parce qu'en fait, tu te sais très vite. Hein. Tu commences le jeu, tu sais si t'as t'amuser ou pas. C'est là en train de marcher, tu te dis, mais attends, mais... je pense qu'il faut tenter l'expérience, surtout que le jeu doit plus coûter bien cher maintenant le premier. Je dirais, t'as quoi ça reste une licence quand même. T'as quoi comme mécanique? Je sais pas si tu peux le dire sans que ça spoil vraiment le cœur du jeu, mais en fait, d'accord, tu dois livrer quelque chose d'un point A à un point B. Sur quoi il joue pour te faire rester en fait? Il se passe des événements qui font avancer l'histoire au milieu d'une livraison. Le gameplay est fun, simplement. Il joue sur quoi surtout? C'est quoi les leviers? En fait, tu vas jouer. En fait, tu prends un plaisir à reconnecter l'humanité. En fait, déjà, il y a le côté. Il y a l'histoire qui est mystérieuse, tu as envie de la suivre. Tu fais des livraisons à chaque fois dans l'histoire, c'est juste qu'il va se passer tel ou tel événement. Ouais. Tu vas croiser tel ou tel énergumène parce que les humains sont tous bizarres. Et sur le gameplay en tant que tel, en fait, tu commences au début, tu es juste à pied. Tu prends quelques sacs, tu vois, tu as 3-4 sur toi, un dans chaque main. Faut équilibrer. C'est toi qui poses les sacs au bon endroit. Tu vois, tu as plusieurs attaches à ta tenue. Tu peux les porter avec tes mains. Et tu mets ton matériel là où il faut pour que ça équilibre ton personnage. Parce que tu as une notion de gravité, d'équilibre, où tu peux te casser la gueule. Tu peux perdre tes ressources, en fait. Alors, tu peux traverser une rivière, perdre l'équilibre, tomber et avoir tes colis qui se barrent le long de la rivière, quoi. Et t'es là en train de courir après. Non, attendez. Ok. Et du coup, tu essaies de te faciliter la vie petit à petit. Tu vas acheter des passerelles, des échelles, des exosquelettes pour porter plus de charge. Donc, t'arrives après dans des moments dans le jeu où c'est un peu marrant, où en gros, t'as une trentaine de colis au-dessus de ta tête. Donc, t'as vol vraiment très très haut au-dessus de toi. Donc, c'est un petit peu rigolo. Et tu as des adversaires dans le jeu. T'as des mecs qui vont t'embêter. Donc, t'as les créatures fantomatiques que je te parlais, donc, qui sont tout un concept un peu... c'est l'histoire même du jeu, donc ça, je peux pas trop le spoiler. Ça, c'est un peu montré dans les trailers, de toute façon. En tout cas, ça fait peur. Moi, je suis un peu stressé. Je suis un mec un peu peureux sur les jeux vidéo. Et sinon, il y a des humains. Il y a des humains, et d'ailleurs, le concept est un peu marrant. C'est qu'en gros, avant la fin du monde, l'humanité était arrivée dans un cycle où tout avait été entièrement automatisé. L'humain n'avait plus besoin de travailler. Tout marchait à la perfection sans l'humain. Sauf que les gens commençaient à devenir fous de ne pas travailler. Et du coup, on a commencé à créer des emplois fictifs pour que les gens aient la sensation d'être utiles à la société. Après la catastrophe qui s'est passée dans le jeu et qui a amené à l'apocalypse, il y a toujours des humains qui ont survécu à ça. Et en fait, du coup, il y a ces mecs-là qui sont complètement fous, qui veulent juste travailler, en fait. Ils veulent trouver un travail. Du coup, ils veulent te voler tes colis pour pouvoir travailler. C'est ça le concept du jeu. C'est complètement con, putain. Et ils sont prêts à te fumer, ils sont prêts à tuer, du coup, potentiellement. Ouais, ils sont prêts à te fumer. Ils sont prêts à te fumer et ils veulent choper tes colis. Donc, c'est un peu marrant, ça amène des trucs un peu rigolos. Ils ont des véhicules et tout, ils suivent. C'est un peu des barres. T'imagines, tu commandes un truc sur Amazon et quand tu ouvres la porte, il y a deux mecs qui se tabassent avec ton colis par terre. Parce qu'ils veulent à tout prix le livrer. C'est moi qui l'ai livré. Oh putain. C'est vraiment ça le concept. Okay, c'est vraiment très bon. Je trouve ça très intéressant d'ailleurs, parce qu'avec l'IA et tout ce qui nous arrive dans le monde maintenant,
Je trouve que c'est un peu parlant d'avoir la place du travail dans l'humanité. Je trouve ça hyper intéressant. Ouais, puis c'est un vrai sujet pour le coup. C'est encore plus intéressant parce que je savais pas qu'ils abordaient ça dans la licence. Mais le fait d'avoir du sens à sa vie au travers du travail, je pense que c'est quelque chose de récurrent en science-fiction. À partir du moment où l'humanité arrivera à tout automatiser et à faire mieux que nous, en fait, tout simplement, sur tous les sujets. Même dans des sujets qui sont pas censés être uniquement pécuniers, comme l'art, tout simplement. Qu'est-ce qu'on fera si, au travers d'une interface graphique ou d'un prompt, à l'heure d'aujourd'hui, si on arrive à faire des œuvres aussi créatives et magnifiques que des gens qui les faisaient à la main, quoi. Bon, c'est des sujets intéressants, donc pareil, ok. Bah, ça me donne envie d'y jouer, tu vois, d'en parler comme ça. J'ai pas fait le 1, j'assume. C'est pas bien. En plus, il y a... Comment il s'appelle l'acteur qui joue le livreur, là J'ai le nom dans la série. Ah, mince. Attends, Connu aussi, celui-là. Bridges. Acteur, ouais, il est reconnu, ce mec de The Walking Dead, je pense qu'il est connu. C'est ça, Daryl, je crois, dans The Walking Dead, mais dans le vrai nom. Norman Reedus. Ouais, c'est ça. C'est Norman Reedus, son nom. C'est ça. Ouais. Mais tous les personnages sont joués par des acteurs connus, quasi. Je sais, il y a 2 blondes, je crois, dans le jeu. Il y a une blonde là, qui est connue aussi, dont j'ai perdu son nom. L'antagoniste aussi, c'est... Attends, l'antagoniste il est encore plus connu, Timothy, rappelle-toi. J'ai peut-être une connerie, mais je crois que la blonde est même française. Et, parce que je suis Kojima sur Twitter et il en a fait des photos avec elle, putain. J'avais pas joué au jeu, mais que je connaissais les têtes. Hop. Matt Mikkelsen. Oui. Ah, mais putain, mais lui, il est incroyable aussi. C'est l'antagoniste principal. Ouais, bah il a une tête de méchant, ça m'étonne pas. Et ah, j'aurais pas trop les autres, je pense. Ah, Léa Seydoux. Ouais. Voilà. C'est ça. Mais bref, c'est que des gros acteurs. C'est marrant, ça d'ailleurs, cette nouvelle tendance dans les jeux vidéo, là, amener pas mal d'acteurs. Ça marche, hein, en vrai. Oui. Ouais. Comme Matt Mikkelsen, t'as juste à regarder sa tête, tu fais ouais. Ouais, tu m'as convaincu. Ouais, c'est ça, exactement. Oui, tu es un méchant crédible, j'aime bien. En fait, c'est même pas tout à fait un antagoniste, en plus, c'est un peu... Bon, tout est mystérieux. Joue au jeu et joue au 2 quand il sortira. Je pense que c'est des bonnes productions pour ceux qui aiment bien les expériences comme ça. Voilà, c'est tout ce que j'avais à donner, donc ça parlait pas réellement du 2, parce que j'ai pas assez suivi, j'ai pas fini le 1, je voulais pas me spoiler. Ça parle de la licence. Ça. Voilà, exactement. Ok, je pense qu'on peut passer à un autre, du coup. On va prendre un de ma liste. À part si tu voulais dire autre chose dessus. Non, je t'en prie. Tu peux poursuivre, parce que moi j'ai trop hâte que tu parles de tes jeux. On va parler d'un jeu que tu attends énormément. Il y a un nouvel opus dans la licence des From Software qui s'appelle Elden Ring Night Rain qui va sortir prochainement. J'adore ce running gag, ça me fait toujours rire. Ça me fera toujours rire, je pense. Ça va devenir vraiment la blague du podcast, je pense. Ouais, c'est possible. C'est possible. Donc je vais pas présenter Elden Ring parce que c'est pas un jeu 2025 et la règle c'est on parle que des jeux 2025, mais pour dire les choses... feignant. ouais, on va l'écouter. Juste la flemme. Elden Ring Night Rain, du coup, c'est un spin-off coopératif d'Elden Ring, développé effectivement par From Software. Le jeu se déroulera dans un monde appelé Limveld, qui est totalement distinct de l'Entreterre dans lequel se déroulent les événements d'Elden Ring. Limveld, c'est un territoire sombre et impitoyable, bon, absolument comme dans tous les jeux de From Software, où les joueurs doivent survivre à une menace croissante, tout en affrontant des boss puissants appelés Night Lord, donc ce qui fait directement référence au règne de la nuit dans le titre. Donc pour l'histoire, je pense que c'est pas... Bon, après, ils mettront peut-être des easter eggs par-ci, par-là, quand tu vas lire la description d'items, ce qu'ils font toujours dans leur jeu. Mais là, pour le coup, c'est vraiment un jeu coop, donc je pense que c'est vraiment pas important. Pour les dire les choses simplement, les joueurs incarnent l'un des 8 personnages jouables. Donc chaque personnage a sa propre classe, dans une quête pour vaincre les différents Night Lords et restaurer l'équilibre dans Limveld. Donc l'histoire est totalement autonome, comme je le disais, elle contient que peu de liens directs avec le lore principal d'Elden Ring. Donc ce qui est intéressant dans la proposition, qui fait partiellement peur, donc je dirais que contrairement au premier jeu que j'ai présenté, celui-là, je dirais pas que j'en ai peur, je disais que c'est tellement inattendu que j'ai pas eu le temps de processer vraiment si j'estime que c'est une bonne idée. Je pense que comme d'hab, il faudra que je mette la main dessus. Mais en fait, la différence avec Elden Ring, c'est le gameplay. Donc le gameplay de cet opus propose une expérience roguelite, ce qui n'est pas le cas d'Elden Ring, en coopération. On pourra jouer jusqu'à 3 joueurs pour s'unir et relever des défis. Et chaque participant choisira parmi 4 classes principales au départ
parce que les 4 autres classes sont pas encore annoncées, si je me trompe pas. Donc les classes, c'est des classiques. Tu as une classe mage, une classe équivalent voleur, donc agile et furtif, un tank et un truc polyvalent avec un grappin. Tu auras un aspect survie. Donc si j'ai bien compris, ce sera des boucles. Tu devras survivre à plusieurs nuits infernales en utilisant des courtes journées pour te renforcer et probablement récupérer de la vie. Sachant que à l'image d'un Battle Royale, la zone dans laquelle tu évolues se réduit au fur et à mesure de ta partie. Vraiment, c'est une pluie de feu qui incarnera le fait que la zone s'est réduite. Toutes les sessions de jeu sont générées aléatoirement avec des ennemis, boss et récompenses différents. Chaque run se termine par l'affrontement avec un Night Lord spécifique, choisi au début de ta run. Donc je pense qu'il y aura moyen, du coup à l'image d'un Monster Hunter cette fois, de farmer certains Night Lords pour avoir diverses récompenses. Tu le sais en avance. Okay. Ouais, c'est ça. Enfin, ça, je l'ai appris tout à l'heure. J'avais pas compris ça la première fois que je m'étais renseigné sur le jeu. Et le truc qui est cool, c'est que les From Software sont connus pour être des jeux où le personnage que tu incarnes est lourd dans les déplacements. Ce qui donne le côté... moi, j'aime bien, mais ce qui fait que ça tranche relativement souvent parmi les gens qui mettent leurs mains sur ces jeux-là. Parce qu'en fait, tu te balades avec un mec en armure, donc il fait des roulades, il n'est pas forcément hyper fluide. Mais c'est pas le cas dans ce jeu-là. Là, pour le coup, tu as des déplacements, pour la plupart des classes, même ceux qui seront tanks, relativement agiles et fluides, avec des escalades et des traversées qui sont hyper rapides en fait. Je sais pas si tu as eu l'occasion de voir un mec qui escalade une échelle. Enfin, c'est marrant, il y a plein de gens qui ont réagi à ça sur les trailers. Les personnages ils vont hyper vite par rapport à Elden Ring. Ils sont très dynamiques. Ouais, j'ai vu. D'ailleurs, moi, c'était ça qui m'intriguait. Moi, c'était quand même mon gros point noir, c'est que j'ai pas de fun quand je combats dans Elden Ring. Ouais, forcément, je me dis, tiens, ok, ça a l'air plus dynamique, ça a l'air intéressant. De ce point de vue-là, ouais, je pense que c'est un bon point. Et donc, pour résumer, c'est ça. Chaque partie couvre 3 jours, 3 nuits, avec un buzz majeur à vaincre à chaque fois. Tu as une randomisation pour chaque run, donc ça garantit une rejouabilité sans se lasser trop vite. Après, à voir si la formule se base pas uniquement sur ça, ça serait dommage. Et du coup, contrairement à Elden Ring, cette fois, le jeu met vraiment l'accent sur le fait de se coordonner avec d'autres joueurs. Ce qui, pour moi, avant même que le jeu ait été annoncé, était quelque chose qui aurait dû être intégré à Elden Ring pour que ce soit encore plus fun. Et me dites pas que les invocations, ça faisait le taf, parce que ça le faisait pas tout le temps. J'ai trouvé que c'était parfois mal intégré, mais c'est pas le sujet du podcast aujourd'hui. Et le studio, c'est effectivement From Software, sauf que à l'inverse d'Elden Ring, c'est pas Miyazaki qui a dirigé le développement du jeu, c'est un autre mec que je connais pas, qui s'appelle Junya Ishizaki. Je connaissais pas. Le jeu prévu pour le 30 mai 2025. Putain, c'est tout. Ok. Ouais, mais c'est fou. Tout dans la séquence, mais on n'aura jamais le temps. On n'aura pas le temps de tout faire. Il va falloir toucher à plein de choses sans finir. Faire très vite. Ouais. C'est ça. Putain, l'enfer. l'enfer. Du coup, déjà, j'ai des questions. Ce sera à combien de joueurs possible 3. À 3, ok. Ouais. Et du coup, c'est genre des games, quoi. Tu lances une game de Night Rain, quoi. C'est ça. Tu lances des games de Night Rain, ouais, c'est ça. Et la map sur laquelle on est, c'est celle d'Elden Ring. Apparemment non. C'est pas trop ça. C'est un monde. Après, ça ressemble vachement. Tu regardes les trailers, tu t'y retrouves. Hein. Mais apparemment, c'est vraiment un monde différent. C'est Limveld. Genre, c'est procédural. Ouais. Tu penses que c'est le monde est procédural ou il y a juste les adversaires qui le sont? Ils ont créé une map. Bonne question. Je sais pas. Je sais pas. Franchement, là, je serais joueur, j'aurais tendance à dire qu'ils ont poussé le truc jusqu'à ce que ce soit procédural, les maps. Ok. Après, ça rendrait le truc un peu intéressant parce que du coup, au moins tu. Ouais. Quoique, je sais pas en fait qui serait plus intéressant. Est-ce que c'est plus intéressant de maîtriser une map et pouvoir maîtriser des runs? Ou alors justement d'être dans la découverte à chaque fois? Moi j'aurais dit la découverte à chaque fois, étant donné que comme ils le disent là, c'est pas un jeu dans lequel tu vas te balader comme Elden Ring, avoir des maps statiques c'est peut-être un peu plus lourd pour la rejouabilité. Ouais, c'est vrai que c'est un jeu qui se veut combat quoi. Exactement, donc ce serait plus logique je pense que ce soit procéduralement sous toutes ses formes, quoi, que ce soit la map comme les mobs. Et là une question me vient, pourquoi le mot Elden Ring dans le titre du coup, Roméo? Pourquoi il y a Sanskrit dans Sanskrit Valhalla Allez hop là. C'est vraiment exactement le même procédé. C'est le même procédé, ouais. Ouais, ça se voit quand même. Moi, c'est l'image que j'en ai comme ça brutement, ça ressemble quand même à un peu de l'essorage. Un étirement, c'est ça, exactement, c'est un meilleur mot même, un essorage de la licence pour essayer de surfer sur l'énorme succès qu'ils auraient pas dû avoir. Tu vas arrêter de faire des pics à chaque fois. On parle d'Elden Ring, c'est pas possible.
Ouais. Mais tu sais qu'il est dans la liste des épisodes depuis toujours. Oui, mais ouais, mais celui-là, il faut vraiment faire du travail parce que ça va être une bataille en fait. Ça va pas être agréable. Ça va être une guerre ouverte cet épisode. Bah oui, là pour le coup, il y a pas grand-chose à dire. Après, je pense qu'on a tous eu la même réaction, hein, fans de la licence. Ouais, c'est vrai. Comme ceux qui l'aimaient pas, on a vu Elden Ring Night Rain, on s'est dit déjà, sachant que Miyazaki avait dit qu'il était pas prêt de sortir le prochain opus avant un moment, on s'est dit putain, il a voulu recycler les assets, il a voulu refaire une petite rentrée d'argent. Tout le monde a eu la même réaction. Franchement, sur un premier temps, ça peut financer un prochain plus gros jeu. Hein. C'est pas une si mauvaise idée des fois de sortir des licences comme ça qui sont plus légères. Surtout que ça a l'air fun. Bah c'est ça, exactement. Faut l'avouer, ça a l'air fun. Ouais. Donc, même moi, je me suis dit tiens, ça a l'air marrant. Exactement. Ça avait l'air un peu cool. Les images qu'ils ont montrées, les combats et tout, ça rendait ça vachement sympa. C'est ça, je pense que c'est un jeu pour le coup moins prise de tête qu'Elden Ring, avec une proposition moins intéressante d'un point de vue narratif. Et parce que oui, il y a de la narration dans Elden Ring, n'en déplaise à certains. Putain, ça me fait... Pardon, c'était obligé de dire ça. Est-ce qu'il sera sur Switch 2 Oui. C'est vrai. Je crois, ouais. Attends, est-ce que je crois qu'à la fin, il y a un enchaînement de plein d'images de jeu. Il me semble avoir vu le personnage de Night Rain, là, avec la tête de faucon. Ah, il me semble que oui. Bah oui, forcément. Ouais, là, c'est ça, la totale. Putain. Mais ouais, je dirais que... En fait, je peux pas cracher sur le jeu. Ça serait hypocrite, parce que comme je le disais, quand je jouais à Elden Ring, je trouvais que... alors, le jeu se fait très bien tout seul. Honnêtement, pour moi, ça peut être un jeu solo à part entière, sans problème. Par contre, à partir du moment où ils ont voulu intégrer, mais ça c'était déjà le cas dans les Dark Souls, donc pour le coup j'ai fait le 3 mais j'ai pas fait les autres. Donc ça s'y prête pas pour ces jeux-là. Mais à partir du moment où tu peux invoquer des amis pour tabasser des boss, pour moi l'intégration doit être intelligente si ton jeu a une histoire en fait. Remarque des amis ou des IA, hein, comme le cas du combat avec Radan. Et c'est pas toujours le cas, et je trouve ça dommage de simplement, quand t'affrontes un boss, mettre une marque à l'entrée et invoquer quelqu'un. En fait. Il y a forcément moyen de justifier le fait que t'aies un PNJ qui est là, qui t'aide. Et pour le coup, c'est un peu planqué. Au-delà du fait que simplement tabasser un boss à plusieurs, c'est fun en fait. Donc pourquoi rajouter une mécanique et pas l'incorporer de manière plus élaborée quoi. Il y a quand même une interrogation. Là, on va être 3 joueurs qui ont l'air d'avoir des compétences un peu poussées quand même. Ouais. Est-ce que du coup ils ont réussi, selon toi, à créer... Parce que moi je pense que je pourrais faire confiance à From Software de ce que j'en connais. Est-ce qu'ils ont réussi à intégrer correctement des mobs capables de répondre à 3 mecs qui font des trucs de ouf en fait autour d'eux? Ouais. Ok, toi t'es vraiment full confiant. Ah ouais, là, tu vois, je me suis absolument pas inquiété de ça, ouais, clairement. Ouais, je suis assez Moi, confiant. je me dis, t'as 3 mecs qui ont plein de compétences. Le jeu est sorti relativement vite, donc ça sous-entend qu'il y a pas mal d'assets qui ont été repris du lore Elden Ring et peut-être même des autres Souls-like. Ouais. Donc, comment ils ont... Après, c'est vrai que déjà, il y a des boss qui sont déjà durs de base dans le jeu, donc même avec 3 mecs boostés, je suis sûr que tu prends quand même genre le Tamalenia, là, même si tu peux faire des jumps dans le ciel comme Sanji, je suis sûr que tu te fais rouler dessus. Ouais, parce qu'il peut voler et tout, elle t'attrape en fait. Ouais, puis je pense t'auras beaucoup moins de liberté par rapport à Elden Ring t'auras pas les mêmes spells, t'auras pas les mêmes armes. Je pense aussi que c'est la raison pour laquelle t'as vraiment un système de classe au lieu d'avoir un système de stats comme dans Elden Ring. Ouais, c'est vrai. Ce qui fait que tu peux vraiment diriger. Enfin, en gros, ils ont dû mettre une laisse aux possibilités dans le jeu pour éviter qu'on se transforme en chien fou en fait. Oui, tu peux pas casser le jeu comme tu le ferais dans Elden Ring. Exactement, ouais. Genre avoir ton clone là qui tape à ta place ou faire des trucs un peu cringe comme ça. Tu sais que d'ailleurs, tu as fait un point de comparaison intéressant avec Monster Hunter. Ouais. Pourquoi intéressant? Parce qu'en fait, une licence comme ils veulent faire là, c'est dire que potentiellement ils peuvent intégrer n'importe quel mob de n'importe laquelle de leur licence, ça marcherait dans un jeu comme ça. Ouais. Ouais, théoriquement, ouais. Donc ça veut dire qu'ils peuvent faire à la Monster Hunter où tu as vraiment les stars, tu sais, les mobs stars qui réapparaissent comme ça dans le jeu et que tu peux affronter avec tes potes. Ça va faire juste un jeu fanservice de ouf, mais en vrai, ça serait pas si mal. Bon, ça marche, ouais. C'est fun. Si la recette marche, on peut dire que c'est un bon jeu. Ouais, carrément. Après, t'as pas, évidemment pas le côté chasse. Mais... Tu prends une Malenia qui a été EP juste pour le jeu et qui réapparaît, là, tu serais content. Ah bah moi, je serais très content. Clairement, c'est mon boss préféré. Forcément. Ouais, mais de toute façon, tu le vois, dans les fans des FromSoft, ils disent ouais, le meilleur, tu sais, des tier lists de boss. Enfin, ça fait parler les gens. Ouais, c'est ça, donc, exactement. Ça ferait vraiment alors... ça ferait vraiment un fanservice où les mecs seraient trop contents quand même, je pense. C'est ça. Non mais ouais, clairement. Je pense que l'idée... on a tous eu peur au début. Tout le monde a relativisé. Ouais, tout le monde exactement, ouais, c'est ça. Tout le monde s'est dit, non mais c'est bon les gars. Même ceux qui aiment pas le jeu au final.
Oui. Parce que en vrai, From Software, bon, à part le fait, tu vois, en fait, je pense qu'il y a deux choses à dissocier. Tu peux ne pas aimer les jeux parce que c'est pas ton truc, le gameplay, etc. Mais tu vois, les raisons pour lesquelles t'aimes pas Elden Ring, c'est aussi les mêmes raisons pour lesquelles je pense tu t'as pas essayé, mais je suis quasiment sûr que t'aimerais pas Dark Souls 3. Je suis quasiment sûr que t'aimerais pas du coup. Oui. Du Moi, coup, je suis sûr aussi. ce que ça veut dire, c'est qu'en fait, ce qui fait que les gens n'aiment pas Elden Ring la plupart du temps, c'est parce que les jeux leur conviennent pas, en fait, tout simplement. Donc, est-ce qu'on peut dire que si on met à côté ces gens-là, est-ce que From Software a déjà fait des jeux qui ont déçu les fans? Donc, c'est-à-dire des mauvais jeux, en fait. Je crois pas. Je crois qu'ils ont que des bons jeux. Il y a des moins bien que d'autres. Ils ont fait que des bons jeux. Donc, je pense qu'en général, quand un studio, c'est comme la règle du mensonge. Si on t'a jamais menti, tu peux peut-être faire plus confiance que quelqu'un qui t'a menti 3 fois d'affilée. Tu dis, bon, la quatrième, c'est bon, quoi. Donc, j'irais plus les yeux fermés que. Ouais, je fais une métaphore de fou. Mais j'irais plus les yeux fermés sur Elden Ring Night Rain. Je me laisserais plus surprendre. En mode, je m'y attendais pas, mais je vais prendre la manette sans a priori que Dune dont on parlait précédemment. Quoi. Oui. Qui vont arriver dans la même période. Qui vont arriver dans la même période. Ouais. Donc, l'avantage, c'est que si Dune. Je crois. Attends, Dune arrive avant ou après? J'ai déjà oublié la date. Attends. C'est avant. C'est avant. Je me souviens des dates que tu m'as données là. C'est parfait. Si j'ai envie de fuir, j'aurais juste à attendre un petit peu et j'aurai Elden Ring. Qui m'attendra? Qui je suis sûr sera fun. Quoi. Je pense que ça sera fun. Petite partie comme ça. Je me permets de parler de 2 jeux d'affilée, déjà parce que j'ai rajouté des Stranding qui n'étaient pas prévus, parce que le premier est une petite blague. Vas-y. Que tu m'as que tu m'as mis dedans et que j'avoue j'ai envie d'en parler quand même. C'est le jeu Inzoi et le Sims 4 like sud-coréen. Alors, je sais pas si ça a déjà été compris, puisqu'on l'a pas parlé clairement, mais je mets le jeu Sims 4 très haut dans ma tier list de mes jeux préférés. C'est celui de meuf, attention. J'en parlerai un jour. Un jour, je volerai Balèze Podcast juste pour faire un épisode de 6 heures sur les Sims 4 pour expliquer que c'est le meilleur jeu du monde. Pour le moment, on va parler de son concurrent, enfin son nouveau concurrent, parce que personne n'a jamais pu concurrencer les petits gars de chez Maxi pour Sims 4, enfin pour Sims tout court. Donc Sims 4, ça doit faire 20 ans que le jeu est sorti et les mecs continuent de sortir des DLC. Le jeu complet doit valoir 3000 balles. Bref. Oh, bon, la plupart des gens Donc, qui jouent Inzoi. le craquent, hein, clairement. Oui, c'est tout à vrai fait. qu'ils en payent. Inzoi, si vous n'avez pas entendu parler, ce qui serait tout à fait normal, c'est un Sims like développé par Krafton. Qui sont Krafton? C'est les mecs qui ont fait PUBG notamment, ou The Callisto Protocol plus récemment. Et pour les anciens, c'est ceux qui avaient fait le MMO Terra. Je sais pas s'il y a des gens qui ont joué à Terra. Moi j'y ai joué, je trouvais ça excellent. C'est un MMO où il fallait viser quand tu tapais, c'était assez innovant à l'époque. Bref. Donc ils nous ont annoncé ça il y a quelques temps. C'est sorti en accès anticipé il y a quelques jours. Donc ça devrait sortir peut-être courant de l'année, mais bon, avec les accès anticipés, on ne sait réellement jamais. Qu'est-ce qui est différent de Sims 4? C'est qu'ils se sont axés d'un côté plus réaliste. Animation faciale, même les visuels, les graphismes, les bâtiments et la personnalisation qui est extrêmement, extrêmement poussée. Des premiers retours, parce que du coup malheureusement c'est déjà sorti, donc je casse la règle, mais c'est parce qu'on fait le podcast un petit peu tard. Des premiers retours du jeu, les gens ont l'air sceptiques. En fait il y a le côté très Unreal Engine 5, c'est très beau, c'est super stylé. Ils ont mis en avant une technologie IA hyper poussée pour avoir des réactions hyper naturelles, hyper réalistes entre les individus de leur jeu. A priori ça bide fort, parce que l'IA elle est quand même plutôt bête. Et en fait, le jeu est très fade. Le jeu paraît très très fade. Le fait d'avoir accès à un truc un peu trop réaliste sur ce point de vue-là, ça a l'air d'avoir cassé le côté un peu fun des Sims. Sims, c'est loufoque en fait. Tu as des zombies, tu as des fantômes, tu as plein de trucs très loufoques dans les Sims. Tu as des métiers qui n'ont pas de sens. Tu peux être un Jedi dans les Sims, je le rappelle. Tu peux être un sorcier. Tu peux être immortel avec des potions d'immortalité parce que tu es sorcier. Le mec est déjà en train de faire la promo de Sims. Tu peux être un vampire et avoir 10 000 femmes aussi. Tu peux avoir 10 000 femmes et toutes les femmes peuvent faire partie de la même famille. C'est-à-dire que tu peux faire l'amour à toute une génération mélangée. Bref. Inzoi, a priori, tu ne peux pas faire tout ça. Donc pour l'instant, c'est relativement limité. Après, ça attire ma curiosité parce que il faut savoir que les Sims, ils vont probablement jamais sortir un nouvel opus. C'est-à-dire que c'est le champ libre absolu au simulateur de vie de ce genre. Là, s'il y a un studio qui se réveille de nulle part, qui fait un banger là-dessus, mais que je pense que ça explose.
Les fans des Sims sont toujours là. Hein. Les nanas vont toujours acheter le jeu. Hein. Timothy va toujours acheter le jeu. J'ai jamais acheté les Sims, un gros menteur. Et après, c'est déjà un peu ce qui se passe. Quand Swing Zoe ça sort de nulle part, il y a eu un engouement de fou, pas parce que le jeu était bien, parce que il y a un nouveau Sims. C'est les Sims, ça faisait l'effet, un nouveau Sims en fait. C'est tout à fait ça. C'est tout à fait ça. Donc là, je pense que ça a déjà créé une communauté. Tu vois, il y a des gens, ils sont déçus du jeu, mais ils y jouent quand même. Parce qu'ils disent, il y a que ça pour l'instant, tu vois. Ça marche, je peux faire mes histoires d'amour, je peux créer, je peux me marier, je peux avoir un travail. Et du coup, je pense que ça a l'air d'attirer. Je pense que moi, je vais attendre un peu. Je sortirai peut-être la sortie officielle du jeu et en vrai, j'y jouerai. Juste pour amener un peu plus de culture vidéoludique dans mon énorme cerveau. Et pour avoir un point de comparatif aux Sims, quand un jour je ferai mon podcast de 6 heures. et voilà. Donc, pour ceux qui n'avaient pas entendu parler, jetez un œil, c'est un peu marrant. Sinon, passez votre chemin. Je sais pas si t'as un truc à raconter dessus, sinon je peux passer à un vrai jeu sérieux. Non, je vais poser une question. Oh la vache. Le mec chiant. Alors moi, les Sims... en vrai, j'ai même pas envie de dire que je m'en fous parce que c'est pas bien. C'est comme quand on dit ah ça j'aime pas alors que t'as pas goûté. J'ai pas joué parce que ça me paraît, je sais pas, ça m'attire pas en fait tout simplement. Mais des fois, faut savoir se forcer étant donné que j'assume. Par contre, j'ai joué Animal Crossing sur DS qui peut dans un certain registre être comparé aux Sims. Alors même si c'est moins réaliste, c'est de la simulation de vie, t'as ta maison et tout. Et je sais qu'à l'époque, j'avais trouvé ça marrant, même si j'avais sans doute pas joué longtemps parce que j'étais passé à d'autres vrais jeux de DS, notamment Phantom Hourglass. Rien à voir du coup. La question que j'ai à te poser sur Inzoi, c'est que t'as dit que c'était fade, notamment du point de vue des IA, mais est-ce que t'as eu des infos sur le fait que rien que dans l'interactivité, quand t'es dans une ville hors IA, il n'y avait pas trop d'événements en fait? Ce qui se passait, c'est quoi qui Ouais, rendait c'est le ça. fade? Ouais, il y a ça aussi. C'est ça. C'est vraiment totalement ce point de vue-là. En fait, c'est que du coup, ils ont donné beaucoup sur le côté très réaliste et esthétique du jeu. Genre, ça, il a une belle gueule le jeu. Tu dis ah ouais, ok, je suis immergé dedans. Mais en fait, tu t'ennuies. Tu t'ennuies. Les mecs n'ont pas des interactions qui sont cohérentes. Ça a un peu pas de sens. Et t'as très peu d'interactions dans le monde. En fait, très vite, tu t'ennuies. C'est un jeu qui a l'air d'être très ennuyant pour le moment. Même dans le monde, il paraît faux en fait. Limite, les Sims paraissent plus vivants alors que c'est un côté cartoon. Et, est-ce que... Moi, ce que je veux dire, c'est peut-être paradoxal et ça peut-être être un peu difficile à saisir. Je pense que toi, tu vas voir, mais je me rends pas compte parce que tu me connais. Peut-être voir où je vais en venir. Mais est-ce que le fait que justement, les Sims, au-delà du fait que ça propose une simulation de vie réelle, en fait, si tu veux, tu peux vraiment jouer RP. Je sais pas, je travaille dans une supérette, j'en sais rien. Mais en fait, d'un autre côté, te propose des possibilités plus loufoques. Un peu à l'image d'un GTA où le jeu est hyper réaliste, mais en fait, t'avais sur certains jeux des scoupes volantes. Le fait de pouvoir être un vampire, devenir immortel, ajoute pas un charme au jeu que Inzoi a pas compris en fait. En mode, il y a pas du tout cet aspect-là dans le jeu, et pour le coup, c'est vraiment purement de la simulation. C'est totalement ça. C'est vraiment, pour moi, c'est du roleplay. C'est des jeux, c'est pour ça que moi j'aime bien. Hein. C'est une création de roleplay. En fait, tu es dans ton rôle, tu t'inventes une histoire. Si le jeu a énormément de mécaniques et t'ouvre la porte à des roleplays de plus en plus loufoques, en fait, toi, ton imagination, elle peut aller de plus en plus loin. Tu peux te créer plein d'histoires un peu rigolotes. Tu vois, moi, je t'ai déjà raconté mes aventures sur les Sims, mais ça n'a jamais de sens, tu vois. Mes histoires, mon personnage n'a jamais de sens. En fait, c'est toujours un concept un peu bizarre. Inzoi a pas l'air de prendre ce parti pris-là. Ils ont l'air de vraiment aller cibler le côté création, réalisme. Je fais des belles maisons, je fais ma belle cuisine, t'as vu ma décoration, c'est merveilleux. Il y avait déjà une grosse partie de la communauté qui faisait ça sur les Sims. Là, Inzoi le pousse plus, mais est-ce que c'est vraiment ça qui va faire marcher le jeu? Non, je pense que les gens vont quand même beaucoup plus vite s'amuser. Tu vois, moi, ça, j'y trouverais probablement pas mon compte. Parce que moi, c'est le côté, tu vois, dans les Sims, je prends que les trucs débiles. Tu vois, je vais construire des robots, je vais être un sorcier, je vais être un astronaute, je vais résoudre les mystères dans la ville avec des zombies, tu vois. Oui, tu vas pas faire la simulation. Je vais devenir un loup-garou. Tu vas vraiment chercher les trucs bizarres. Je vais sortir avec un fantôme et en fait je vais apprendre à savoir la réanimer pour que ça devienne ma femme pour de vrai en chair et en os. Bon, bah il n'y a pas ça dans Inzoi, je pense. Hein. Et on est loin d'y arriver. Il n'y a déjà même pas les relations homosexuelles dans Inzoi. Ça, c'est coréen, ouais. J'avais un doute, c'est chinois ou coréen maintenant. Dans le jeu, il est sud-coréen, je sais pas trop comment ça se passe là-bas. Allez, vas-y, je pose pas plus de questions. Point de vue sur Inzoi. Est-ce que je peux passer à un vrai jeu vidéo qui va intéresser aux gens? J'ai encore 2 jeux, merveilleux les 2 d'ailleurs, mais je vais garder le meilleur pour la fin.
je vais te parler d'abord de Ghost of Yotei. Je pense que les gens ont quand même entendu parler de Ghost of Yotei. Pour rappel, c'est la suite. C'est la suite plus ou moins directe de Ghost of Tsushima, qui est sorti il y a quelques années maintenant, et il y a très peu de temps sur PC, très important, parce que Ghost of Tsushima était une exclusivité PlayStation 5 à la base, que j'ai attendu de pied ferme sur mon ordinateur. C'est développé par Sucker Punch Productions. C'est le studio derrière les Infamous, pour ceux qui connaissaient à l'époque, étaient des exclusivités PlayStation, que je n'ai donc pas joué, qui avait l'air pourtant exceptionnel. Je ne sais pas si tu connais la licence Infamous. Oui, si, je connais. Qui avait l'air absolument trop bien. On jouait un super-héros. Grosso modo, c'était ça. Hein. Édité par Sony, comme tous les exclus PlayStation. Sortie prévue cette année. Et du coup... le petit synopsis de celui-là, donc ça se passe 300 ans après les événements de Ghost of Tsushima. Donc cette fois on joue Atsu, qui est un personnage féminin. C'est une histoire de vengeance, comme le dernier Assassin's Creed. Finalement, on tourne en rond. Et du coup, sa famille s'est fait grosso modo assassiner et elle essaie de trouver les responsables de leur mort. Pas mal de points intéressants. Donc, ceux qui n'ont pas connu, mais je pense pas, en tout cas qui ne voient pas ce que c'est que Ghost of Tsushima, c'est ce qu'aurait dû être Assassin's Creed Shadow probablement. Non, j'ai pas joué à Assassin's Creed Shadow encore, donc je ne vais pas donner mon avis. Mais c'est du open world à la Ubisoft-like, quand même. C'est très ressemblant sur les mécaniques. C'est des activités qui se veulent un peu répétitifs. Un côté assassinat, furtivité et en même temps des combats assez dynamiques. Et pour le coup, sacrément réussi dans Ghost of Tsushima. C'est très agréable, en tout cas, d'aller se battre contre les Mongols. Le contexte de Tsushima, c'était une invasion mongole sur une île au large du Japon, hein, je crois que c'est ça. Une île fictive, ne doit pas exister. Et on y jouait Jin Sakai, qui était un samouraï qui a essayé de défendre son île et qui fait partie des derniers survivants et qui essayait à lui tout seul de renverser du coup l'invasion mongole. Et là, du coup, le deuxième opus, le prochain opus, se joue 300 ans après, donc ce qui rend le truc extrêmement intéressant. Parce qu'on est sur une période où là, il commence à y avoir des armes à feu, donc c'est pas du tout les mêmes thématiques de combat. Donc ça veut dire que le jeu peut se permettre beaucoup plus de liberté et de nouvelles mécaniques de gameplay. Ça se passe aussi à un autre endroit, je sais plus exactement, donc je vais pas dire de bêtises. Et on y joue un personnage féminin. Donc là, personne n'a l'air d'avoir râlé, contrairement à tout ce qu'on a habituellement dès qu'il y a un personnage féminin à l'écran. Et elle a l'air méga stylée. Donc je sais pas pour ceux qui ont vu les trailers, mais je vous conseille fortement de regarder parce que c'est toujours extrêmement esthétique. Hein. C'est à l'image de Ghost of Tsushima avec vraiment une. C'est les deux, en fait, j'ai la filmographie, scénographie très jolie. Avec des décors en fait qui paraissent un peu surréalistes. C'est toujours des grandes plaines avec des arbres qui ont des pétales roses ou jaunes. Ça prend énormément d'espace. Des champs de fleurs à perte de vue. Ouais, c'est ça. Donc c'est très esthétique, c'est très agréable en termes de jeux vidéo. Donc moi j'attends le jeu pas mal, surtout que ça sous-entend que Sucker Punch ont l'air de vouloir créer une licence des Ghost of qui peuvent en faire plein de choses de différents. Et voilà pour la petite présentation de ce jeu-là. Est-ce que tu as des choses à me raconter ? Ouais, bien sûr. Grave cool. Honnêtement, je pense que dans les jeux, faudrait savoir les classer. Un peu comme être capable d'aimer... Alors, ouais, j'aurais pas dû passer à la suite, en plus je continue, mais d'être capable d'apprécier la gastronomie comme les fast-food. On va dire ça comme ça. Alors, je considère absolument pas que les Ghost of sont des fast-food, mais ce que je veux dire par là, c'est que c'est des jeux... grand public. C'est pas des jeux à concept et pourtant je pense que tu vas peut-être dire que t'es pas d'accord avec moi mais je pense que si. Et pourtant je pense que tu peux être totalement hypé à la sortie d'un nouvel opus. Ouais. Rien que parce que tu sais que tu vas retrouver un peu sans doute le même gameplay, le même truc un peu réconfortant, un peu simple dans la forme mais en fait qui sait quand même proposer quelque chose de nouveau sur un nouvel opus quoi. C'est un peu ça. Il y a quand même une crainte vis-à-vis de ça parce que tu vois le premier opus c'était un vent d'air frais sur les open world à la Ubisoft. Parce qu'on peut clairement dire qu'Ubisoft a créé son genre d'open world. Ghost of Tsushima était dans ce genre-là. Mais ils sortaient un petit peu du lot, tu vois. Les mécaniques étaient plus intéressantes, ça creusait un petit peu. Ils ont essayé de faire une tentative sur l'histoire qui était plus pertinente. Après, il y en a qui n'ont pas aimé l'histoire. Moi, je l'ai trouvé il y a des moments forts quand même qui étaient vraiment pas mal. Mais surtout sur le système de combat, sur l'esthétique, sur j'ai envie de dire l'infiltration. En vrai, d'une certaine manière, ça marchait bien. Hein. Ouais. Mais par contre, là où la crainte
peut se présenter, c'est que du coup, s'ils créent une licence, est-ce qu'ils vont pas tomber dans le même piège qu'Ubisoft à ne pas réussir à se renouveler, à se piéger dans des mêmes mécaniques? C'est dur de faire évoluer une saga comme ça. Moi, je sais pas quoi m'attendre de Ghost of Yotei, tu vois. Genre, je suis hypé, je suis très curieux de voir ce qu'ils ont fait. Comment ils ont rendu le jeu différenciant du premier, pour pas avoir le sentiment de jouer au même jeu, quand on a vraiment l'impression que c'est une amélioration, une évolution de la licence. Donc pour moi, il faut pas qu'ils passent dans le piège bête de juste changer une ou deux mécaniques, amener une nouvelle arme, et c'est un nouveau méchant, regarde, t'inquiète, c'est pas la même chose. Bon, Ouais, t'as peur que le fait d'avoir des armes à feu suffise pas à renouveler le gameplay, quoi. ouais, parce qu'il pourrait vraiment du coup changer complètement les combats, la dynamique des combats et tout. Pendant que t'es en train de fighter un mec, bah, t'as des mecs qui essaient de tirer dessus, donc faut un peu. Comme l'avait fait Assassin's Creed Période où il fallait prendre les gens en mode bouclier humain là. Mais en fait, tu vois, les Assassin's Creed n'avaient pas réussi à rendre ça si. Ça faisait la même chose en fait, t'avais le même ressenti. Donc faut pas qu'ils fassent ça, faut pas qu'ils soient dans ce piège là. Faut qu'ils arrivent vraiment à ce qu'on ait la sensation d'évolution. Donc on verra comment ils vont apporter ça. Ouais, c'est pas faux. Après, en termes de gameplay, ouais, je pense que c'est un défi quand même. Ouais. Effectivement. Parce qu'à part parler d'armes à feu, tu restes quand même avec des katanas et probablement il y aura quand même des arcs. Donc, comment renouveler ça? Est-ce qu'ils vont garder la même recette et ils vont jouer sur autre chose? Mais cette autre chose, c'est quoi? Étant donné que le cœur du jeu, c'est ça. Ça peut être difficile. Je sais pas s'il y a une attente particulière d'un point de vue narration. Tu t'attends au même niveau ou tu t'attends que ça prenne plus de place dans le jeu? Ouais, j'aimerais bien qu'ils creusent encore plus cette partie-là. Ils peuvent être différenciants juste sur de la narration. Il y avait des trucs cool dans le premier opus, tu vois. Je sais plus comment ils appelaient ça. Mais tu sais, t'avais des espèces de petites quêtes secondaires où ils te mettaient en place des légendes. C'était Ouais. la légende de tel mec, de tel machin, et souvent ça finissait sur un duel pour avoir l'arme du mec, tu vois. Ou un nouveau pouvoir, un truc un peu bête d'ailleurs qui était un peu surnaturel. Et ça rendait le jeu hyper cool d'ailleurs. C'était un bon parti pris encore une fois. Ouais. J'aimerais bien qu'ils creusent bien sur ce côté-là. Le côté comme ça plus. Tu te fais avoir, tu vois. T'as un mec qui te conte une histoire où tu fais putain, attends, ça me hype bien ce que tu me racontes là. On va aller voir ce que c'est. Ça serait intéressant. Sur quoi ils pourraient creuser pas mal. Est-ce qu'ils vont garder la dualité samouraï et shinobi qu'ils avaient fait dans le premier? Ou est-ce qu'ils vont prendre un toute autre partie? Est-ce qu'ils vont creuser le côté shinobi? Est-ce qu'ils vont creuser le côté samouraï? Est-ce qu'ils vont maintenir cet entre-deux et du coup ça sera la recette des licences Ghost of? Peut-être. Mais du coup, est-ce qu'on serait pas trop proche des Assassin's Creed? Peut-être aussi. À voir. Moi, je suis curieux de voir comment ils vont se différencier et de leur propre licence, de leurs propres premiers opus et de Assassin's Creed. Faudrait que la comparaison elle s'arrête assez vite en fait. Sinon, les pauvres, ils vont se faire entacher à chaque fois par Ubisoft derrière. Ouais, clairement. Ou alors les surpasser complètement et là, ce serait aussi une belle surprise. Moi, je voyais deux choses là comme ça en termes d'hypothèse. Alors, je suis pas un expert de l'histoire du Japon, mais le fait que tu incarnes une femme, j'espère qu'ils en feront quelque chose. Parce qu'au même titre qu'une femme samouraï, à ma connaissance, ça n'existait pas, donc pourquoi pas dans un jeu. Mais comment tu l'intègres dans le jeu? Comment réagissent les PNJ? Qu'est-ce que tu racontes au travers de ça? Il y a moyen de faire quelque chose de sympa. Je pense que pour dénoter vraiment avec le 1, pour moi, c'est pour ça que je t'ai parlé de narration, en fait, c'était une question, mais moi j'avais déjà un avis dessus. C'est qu'il faudrait qu'il pousse plus loin. C'est qu'à la limite que le gameplay passe au second plan en fait. C'est vraiment un parti pris très important, mais ça pourrait donner une direction sur les prochains opus, parce que comme tu l'as dit, ils ont l'air de faire une série avec les Ghost of. Donc vu que le premier, on va dire, c'était un squelette, avec un type de gameplay proche d'Ubisoft, avec un scénario, est-ce qu'ils pensent que... ça pourrait être un bon test de voir si leur fanbase marcherait avec un jeu, mais vraiment beaucoup plus cinématographique, quoi. Plus de cinématiques, plus de choses à voir, sachant que le jeu, il t'en met plein la vue. Dis-moi si je me trompe, mais je crois qu'ils avaient mis de la mythologie, mais c'était léger, quoi. Oui. C'était très très léger. Qu'est-ce que ça pourrait rendre un Ghost of avec plus de mythologie, voire des créatures un peu divines, tu vois? Est-ce que ça casserait totalement le jeu? Je pense pas. Je sais pas, peut-être que toi, ça te gênerait de voir ça dans le jeu. Tu préfères rester sur un truc très terre à terre. J'aimais bien comme ils avaient fait avec le premier où c'était suggéré. C'était des petites idées, des petits mystères, des petits trucs un peu creusés sur des petites histoires annexes. Ça, c'était vraiment pas mal. Ça, ils peuvent continuer sur ce côté-là et aller encore même un petit peu plus loin. Mais je le mettrais pas dans l'arc narratif principal, en tout cas. Je ne l'inclurais pas. Je pense que ça pourrait être gênant. C'est pas forcément ça que tu as envie d'aller chercher en faisant Ghost of. Parce que tu es en train d'avoir des combats en duel très humains, tu vois. Donc je me verrais pas affronter des mecs bizarres. Ok. Moi, c'est juste des pistes qui me viennent comme ça. J'avoue, je sais même pas si je vois pourquoi ça pourrait gêner, parce que ça pourrait te sortir totalement de ton histoire, en fait. Ouais. Moi, j'aimerais bien un truc fort, tu vois. Si on joue une nana qui est capable, du coup, a priori, d'affronter n'importe quel mec sur Terre parce qu'on va être une big boss, il faut qu'il y ait des dramas, en fait. Il faut que l'histoire soit triste. J'ai envie de pleurer, en fait. J'ai envie de m'attacher à la Hatsu. Parce que tu vois, Jin Sakai, dans le premier, tu t'y attaches, mais
Tu vas vite le zapper quand même, je pense. Tu vas vite Il te reste dire, lisse quand même comme personnage. ouais, c'est ça, exactement. Même si, non, il y a des moments forts dans le jeu quand même. Déjà, je crois que tu l'avais pas terminé. Non, faut que je le finisse, mais Cyberpunk. Il y a des petits moments. Tu vois, d'ailleurs, c'est ça qui était. En gros, c'est que tu as 3 arcs narratifs et tu as à chaque fin d'arc narratif un moment fort. Grosso modo, c'est ça. Hmm. S'ils peuvent faire ça sur toute une narration fluidement tout le long du jeu, en vrai, ça fait un jeu de malade. Parce que moi, je sais que ça m'a marqué ces moments-là. Tu vois, tu sais, c'est les moments de flottement où tu commences un peu à te lasser du jeu parce que tu as compris les mécaniques, tu es à l'aise dans le jeu, tu commences à être performant. Et d'un coup, bam, clac, un bon moment scénaristique qui prend un nouveau tournant, ça te chope plein de trucs, tu fais ah ouais, putain. Ah oui, ok, c'est vrai qu'il se passait ça, je suis bien là, je suis à fond dedans. Mais du coup, si tout le jeu entier arrive à te choper comme ça, même sur les quêtes secondaires, et qu'ils arrivent à rendre tout ce monde-là très très vivant, ouais, ça peut être fort. Ça peut être fort. Ouais, très curieux. Dans tous les cas, on ne pourra pas y jouer tout de suite parce que ça va être une exclu PS5. Ça sortira pas sur PC avant quelques temps. Donc bon. Ouais, il y aura quoi, au moins 6 mois, non, d'attente? Ouah, je dirais plus ça. Parce que Tsushima, c'était 2 ans d'attente, je crois. Ouf, sérieux? Putain, Ouais. ils continuent de faire ça. Aïe, aïe. Bah ouais, Sony. Mais après, tu vois, ils s'ouvrent au monde PC quand même. Ils finissent par les sortir sur PC. Hein. Jusqu'il y a pas longtemps, c'était pas le cas. Hein. Donc bon, on va dire qu'ils sont sur la bonne voie. De toute façon, ils voient bien que ça doit trop se fermer leur marché. Ouais. Voilà. Eh bien, ça marche. Ça marche. Bah, il était dans ta liste, mais ça fait quand même partie des jeux que j'attends avec curiosité aussi. En tout cas, voir comment ils se renouvellent. Est-ce qu'ils arrivent à faire mieux qu'Ubisoft? On verra. Ouais, est-ce qu'ils ont en parlant d'Ubisoft. En parlant dire quoi? Peut-être qu'ils vont pouvoir prendre leur suite, quoi, maintenant qu'Ubisoft est en train de disparaître petit à petit. Ouais. Il faudrait qu'on en parle d'ailleurs de l'Ubisoft, de ce qui se passe récemment là avec eux. Avec la sortie Ouais, de Shadow, Tencent, tout ça. Clairement, ça pourrait être un sujet dans des prochains épisodes. Et surtout, j'ai envie de parler de se mouiller un peu, qu'on parle même d'idéologie, en fait. Parce que c'est clairement le propos. Ouais. Je t'ai montré hors podcast, mais juste, il y a des réactions que je comprends pas. Et je pense que ça peut être intéressant d'en parler, quoi. Tout à fait. Enfin, ce sera un épisode prochain. Du coup, je disais en parlant d'Ubisoft. Bah, on peut enchaîner. Tu veux? Non, on clôture sur tu peux y aller, fonce. Ok. Eh bien, on va parler du dernier jeu de ma liste. Et je disais en parlant d'Ubisoft, étant donné que c'est un studio fondé par des anciens d'Ubisoft qui ont travaillé sur ce titre. Je savais Ouais, pas. ils sont partis d'Ubisoft, on ne sait pas. Ouais, non, je l'ai appris tout à l'heure aussi. En lisant mes notes. Donc, on va parler de Clair Obscur Expédition 33, qui fait partie des jeux qui ont le plus quand même attisé ma curiosité. Je dirais même pas dans les jeux de cette année, mais dernièrement, même 2024, pour les premières fois on en a entendu parler. Je crois que c'était quand? C'est en fin 2024 qu'on a entendu parler la première fois, j'ai un doute. Enfin, que moi j'ai entendu la première fois. J'ai un doute, bon, bref, peu importe. Après, non, je sais plus du tout, ouais. Pour la présentation du jeu, Clair Obscur Expédition 33 se déroule dans un univers fantastique inspiré de la France de la Belle Époque. Je me suis renseigné sur ce que signifie exactement ce terme parce que j'avais un doute. Et en fait, la Belle Époque, c'est une période historique marquée par des progrès technologiques, sociaux et artistiques située entre la fin du 19e siècle et le début de la Première Guerre mondiale. Ce qui donne un peu un aspect steampunk, en fait, tout simplement. Un peu, pour donner une image, c'est un peu la même aura que Piltover dans Arcane. Donc, c'est caractérisé par une paix relative, une modernité croissante, une créativité artistique intense. Et dans le jeu, cet univers est teinté de mystère et de fatalité, notamment à travers la menace surnaturelle de la Peintresse, une entité divine capable de condamner les individus atteignant un âge précis inscrit dans le ciel. L'intrigue se situe dans un monde où la Peintresse peint chaque année un chiffre sur son monolithe, entraînant la disparition de personnages de cet âge. Lorsque le chiffre atteint 33, le groupe de l'expédition 33 se lance donc dans une mission désespérée pour détruire la Peintresse et mettre fin à ce cycle fatal. Le jeu se déroule dans un Paris réinterprété, avec des monuments emblématiques comme la Tour Eiffel et l'Arc de Triomphe, mais déformés par des cataclysmes inconnus, créant un paysage sombre et mystérieux. On peut voir dans le trailer la Tour Eiffel totalement distordue et l'Arc de Triomphe qui est à moitié en train de flotter. Ce qui donne un aspect... Je sais pas si c'est moi, mais j'avoue que quand c'est ton pays... Alors pourtant je suis pas parisien, mais c'est vrai que ça fait bizarre en fait. On n'est pas habitué de voir la France dans un jeu. Ouais. Donc, voir la Tour Eiffel pliée en mode apocalypse, ça m'a fait quelque chose quand même, parce que ça reste un symbole.
Donc pour l'histoire, on suit le protagoniste principal qui est nommé Gustave, qui est le seul survivant de son village détruit par les pouvoirs de la peintresse, qui est accompagné d'alliés aux compétences variées. Il entreprend donc un voyage pour stopper cette entité et découvrir les origines de son pouvoir. L'histoire explore des thèmes comme le destin, l'âge symbolique des 33 ans et des dilemmes existentiels des différents personnages. Donc l'âge symbolique des 33 ans, apparemment, le chiffre n'a pas été choisi au hasard. Je ne savais pas que ça représentait quelque chose de particulier. En termes de gameplay, on est sur des éléments classiques de RPG, avec quelques mécaniques modernisées. Donc en système de combat, c'est du tour par tour. Ce qui me gênait un peu parce que je suis clairement pas un grand fan. Par contre, ils ont ajouté quelque chose d'assez intéressant, c'est qu'ils ont essayé de rendre ça plus dynamique. Tu auras des actions rapides, donc des QTE, qui permettent d'esquiver ou de contre-attaquer sur les périodes où c'est au tour de l'adversaire de taper. Donc potentiellement, je sais pas s'il y aura une simulation de ce QTE-là côté mob. J'ai pas l'info. Mais du coup, ça permet de continuer à jouer, même quand c'est pas ton tour, quoi, tout simplement. Est-ce que ça rendra le truc plus nerveux? À voir. Donc il y aura de la personnalisation, bon ça c'est pas une grande surprise, on pourra pimper nos persos, s'équiper notamment de pictos pour améliorer des stats et débloquer des passifs transformables en Lumina, qui sont des items qui peuvent être partagés entre les membres du groupe. Il y aura un aspect exploration, le jeu se déroule dans un système linéaire, donc c'est pas un open world, attention, mais il y a quand même des zones semi-ouvertes qui offrent des opportunités d'exploration pour collecter différents ressources et collectibles pour améliorer son équipement. Avec un doublage français intégral. Tu m'avais dit que c'est ce qui avait fait râler les gens parce que c'est un jeu. C'était la blague, ouais. Bah ouais, c'est ça. C'était un jeu dont l'histoire se déroule en France par un studio français et dans les premiers trailers c'était en anglais. C'est ça, on est d'accord, hein. Tout à fait. Et du coup, les gens avaient gueulé en mode putain, c'est l'occasion de briller jusqu'au bout, faites-le jusqu'au bout. Et en fait, ils avaient tout prévu. Il y a effectivement un doublage français intégral. Et le studio, Clair Obscur Expédition 33, c'est le premier jeu développé par Sandfall Interactive, un studio qui vient de Montpellier, fondé par des anciens d'Ubisoft. Trop bien. Voilà. Moi, c'est... Ouais, c'est sûrement le jeu que j'attends le plus quand même. Après mon dernier de ma liste. Il reste mystérieux. Bah oui, moi aussi. Mais c'est... Ouais, non, la belle claque. Je pense que dès les premiers trailers, on se dit, oula, tiens donc, qu'est-ce que c'est que ça? Pourtant, premier abord, le chose qui pourrait faire des petits red flags pour certains, pas tous, hein, mais tu vois, le côté tour par tour, je sais plus si tu l'as indiqué, mais pouvait potentiellement rebuter. Ouais, si, je l'ai indiqué. Et la direction artistique qui est quand même qui est un sacré parti pris. Tu veux peut-être en parler d'ailleurs de cette direction artistique? Après, c'est un peu compliqué. T'as vu des gens s'exprimer sur le fait que ça les gênait? Sur les réseaux ou... Non, je pense qu'à la plupart du temps, les gens étaient surpris agréablement des retours que j'ai vus, en tout cas des trailers. Ok. Ça a l'air d'intriguer quand même. Ça a l'air de vraiment intriguer. Ou alors personne n'a entendu parler, mais ça c'est encore autre chose. Bah, il y a un monde en fait où ça fait partie des jeux, étant donné que c'est pas une grosse licence, où si t'intéresses pas à les sorties, tu l'es pas vu en fait. Donc ouais, totalement. Moi je dirais que ça me plaît beaucoup. Pour le coup là on sort enfin du côté un peu pâte à modeler qu'on voit quand même régulièrement. Même si ça reste juste le graphique des personnages, il reste quand même classique. C'est plutôt l'univers en fait dans lequel se déroule l'histoire qui est atypique. Ouais, qui a été bien travaillé en plus. Ouais. Ça a l'air d'être bien travaillé. Ça a l'air d'être vraiment très beau. Étant donné que moi pour le coup je suis pleinement satisfait, en tout cas ça me parle beaucoup cet univers, le côté graphique. J'aurais du mal à en dire du mal, actuellement en tout cas. Avec les images qu'on en voit, non moi je suis conquis. De ce point de vue-là, de toute façon c'est clairement... C'est pour ça que ça fait peur d'un point de vue, mais c'est clairement un coup de cœur en avance, rien que de ce point de vue-là en fait. Ouais, en fait, c'est le mystère qu'on en a de base. C'est... En fait, on est tous intrigués. Genre, on a tous envie de jouer au jeu. Mais personne ne peut savoir réellement à quoi s'attendre avec la manette en main quand on va être posé. Est-ce que ça va vraiment être cool ou est-ce que le jeu va être horrible? Tu peux pas savoir. Ouais. Parce que les combats avaient l'air sympas, ça avait l'air dynamique, ça avait l'air d'être bien apporté. Ils ont l'air d'amener une certaine fraîcheur dans le côté tour par tour qui commençait à lasser pas mal et à attirer de moins en moins de monde, je pense. Oui, ouais, je pense aussi. Et la DA joue pas mal. La DA joue fort en fait. Donc on sent le côté Unreal Engine sur les personnages et tout ça, parce qu'on commence à être habitué quand même à ce que pousse Unreal Engine, c'est le côté réaliste des visages, des animations et tout. C'est trop bien parce que ça crée quand même côté narration, en tout cas animation faciale et tout ça, tu te fais vite avoir et tu rentres vite dedans. Donc au moins ils ont dû gagner du temps là-dessus pour justement travailler sur les côtés des effets. Les effets de combat, toute cette patte un peu spéciale qu'ils ont l'air d'avoir apporté. Et puis la réalisation du monde qui a
qui a l'air assez sublime quand même. Puis c'est la France, quoi. Ouais, c'est vrai, voilà, tout simplement ce que je veux dire, c'est la France. En fait, moi, ce qui me donne vraiment envie de mettre les mains sur le jeu, c'est qu'ils ont l'air d'avoir mis de côté aucun aspect de son univers. L'histoire a l'air d'être bien écrite. En tout cas, ils la mettent vachement en avant. Il y a un vrai concept avec le délire de la peintresse, des âges. Donc, je pense qu'il y a quelque chose d'intéressant à explorer, ce qui donne un côté mystérieux au jeu, pardon. Côté mystérieux qui est vachement bien servi par la patte artistique du jeu. Les protagonistes, donc j'ai parlé de Gustave, mais j'ai pas trop envie de spoil, je me suis renseigné un peu plus que ça. T'as d'autres personnages qui ont l'air vachement intéressants, donc je pense qu'il y a moyen de s'y attacher. Et enfin, effectivement, le gameplay qui a l'air aussi d'être renouvelé en fait. C'est du tour par tour, mais t'as quand même un système qui le modernise, qui le rend plus interactif. Donc tu peux te dire pourquoi ils ont choisi tour par tour si du coup ils savaient que ça le rendait plus mou, le jeu, je veux dire, en tout cas le gameplay. C'est pour le moderniser derrière, mais peut-être que du coup, ils se sont rendu compte que c'était hyper fun une fois que tu l'avais manette en main de jouer au tour par tour avec ce système-là. Donc à voir. Mais moi, clairement, ce qui m'a séduit, c'est que pour le coup, il y a des jeux, même les jeux, on peut parler de tous les derniers jeux dont on a parlé juste avant, où tu arrives à voir les points forts, points faibles à l'avance. Celui-là, pour le coup, à part si t'aimes pas le genre, comme tu pourrais ne pas aimer Elden Ring, j'ai l'impression qu'ils ont rien mis de côté en fait. C'est ça qui me séduit, je pense. Et c'est la France. Non, mais carrément. Carrément. Après, la seule crainte, c'est une crainte. C'est le premier jeu d'un studio. Premier jeu du studio. A priori, ça reste des mecs qui ont de l'expérience. Je sais pas où ils ont eu moyen de développer un jeu comme ça. C'est toujours le mystère des premiers jeux de studio. Je sais pas comment ils font. Donc on verra bien ce qu'ils ont proposé. Est-ce que tu sais ça fait combien de temps qu'ils sont sur le jeu? Je te dis ça tout de suite. Non, je ne sais pas. Je vais vérifier l'info. Non, je ne sais pas, parce que forcément, c'est pas un studio qu'on connaît. Donc, c'est pas comme si on a pu suivre les premières annonces. Je sais même pas si on a l'info, en fait. Déjà, c'est des anciens d'Ubisoft, ça, c'est... J'avais pas du tout cette info-là, je trouve ça intéressant. Est-ce que j'arrive à trouver l'info avec mon robot? Avec ton robot. Ah ouais, c'est ça. J'ai regardé sur les 4 premiers sites là, vite fait, en tapant temps de développement. J'ai pas trouvé. J'ai demandé à mon robot et on n'a pas l'info. Ce n'est pas apparemment, ça n'a pas été communiqué. Ok. Bon. Il a annoncé depuis 2024. C'est tout. Donc le temps de développement supposé, ça serait 2 ans ou plus. Super, c'est vachement clair. Merci. Ouais, pas spécialement d'informations sur le temps de développement. C'est pas trop d'où ils sortent. En termes de financement, je crois qu'on avait regardé l'autre fois quand même. Il me semble que c'est la région. Hein. Ils avaient eu de l'aide de la région. Ah, mais ouais, CNC, aide de la région et tout. Mais oui, c'est vrai. C'est vrai, comme quoi, des fois, ça a l'air de financer des trucs intéressants. Bah oui, c'est ça. C'est qu'il y a moyen de faire des trucs cool aussi. Jeux vidéo français quand même, faut soutenir. Surtout avec des concepts aussi innovants que ça. Non, là, clairement, je pense que si on est d'accord pour dire que s'il y a un pin à mettre sur un de tous les jeux qu'on propose, ouais, sûrement c'est sûr. Ouais. Ceux-là, si vous n'avez pas entendu parler, jetez au moins un œil. Je pense que d'ailleurs, leur politique d'avoir fait tout en anglais dans un premier temps, c'était pour essayer d'avoir une portée internationale, ce qu'ils ont l'air d'avoir réussi, parce que je pense qu'on a entendu plus le jeu à l'international que justement spécifiquement en France. C'est possible, ouais. Ouais, c'est clair, j'avoue. Donc, ouais, franchement, regardez, et si ça a l'air de vous intéresser, du moins, n'hésitez pas à vous procurer le jeu qui sort. Je l'ai pas dit. Oh là là. Je l'ai pas dit. Le 24 avril. Oh putain, c'est encore plus... 24 avril 2025, il fait partie aussi de là... Dans 20 jours. Ouais, putain, mais... non, mais ça va être terrible. Il y a tout qui sort sur une courte période. Du coup, on en fera, je pense, probablement un épisode lui à la sortie, parce que je pense qu'on l'attend tous deux. Donc ça sera peut-être un épisode un peu discret où on donne juste notre avis sans spoiler pour juste donner encore plus envie de jouer au jeu si effectivement c'est un bon jeu. C'est ça. Sinon, on sera là peut-être pour le critiquer, ce serait triste. Mais bon. C'est ça. J'avoue que ça me briserait le cœur d'en dire du mal, mais devoir oblige, faudra le faire si c'est de la merde, hein, clairement. Exactement. Sans hésitation. Mais ouais, clairement, on peut se dire ça, qu'on sort un épisode, un peu comme on l'a fait avec Monster Hunter, de découverte, de notre première quinzaine d'heures dessus, et voir si déjà on est conquis ou pas. Quoi. Tout à fait. Je pense que ça pourrait être pertinent. Clairement. Je sais même pas exactement quelle durée de vie ils semblent proposer. Ça, pareil, je ne me suis pas renseigné. J'ai pas trop envie de me spoil parce que ça permet de deviner trop vite si tu as des cliffhangers. Ouais, mais je pense qu'ils ont pas dit grand chose non plus. Hein. Ouais. Mine de rien, on en sait très peu. Hein. Et c'est très bien.
Je trouve que du coup, si c'est le cas, si c'est volontairement pas communiqué pour ça, honnêtement, ils en ont dit suffisamment pour me donner envie sans trop spoil. Donc c'est une bonne com aussi. C'est vrai. Très bien. As-tu quelque chose à rajouter d'autre sur ce magnifique clair-obscur expédition 33? Non, je pense qu'on peut passer au dernier, du coup, dernier Dernier jeu. jeu qu'on souhaite présenter. Qui est sur ma liste à moi. Allez. Qu'est-ce que ça peut bien être? Parce que là, vous vous êtes dit, mais je ne comprends pas. Ils ont parlé de plein de jeux. Ça doit probablement être GTA 6. Et non. Et non. Et non, c'est Anno 117, Pax Romana. Alors là, je sais même pas si c'est une licence qui est connue. Si. Honnêtement, je pense que Anno 1800 a fait quand même grandir la notoriété de la licence, mais En vrai, si, je pense qu'Anno, quand même, c'est comme Civilisation, tu vois. Je pense que la plupart des gens qui aiment pas Civilisation connaissent quand même Civilisation. Parce qu'on connaît tous quelqu'un ouais, ils qui aime connaissent le Civilisation. nom. Oui, effectivement, c'est vrai. Bah, en tous les cas, je vais refaire la petite pub. Ça va être comme les Sims. Allez. Parce que là, c'est bien, je vous jure. C'est pas juste des coups perso. Donc, Anno 117, développé par Ubisoft. D'ailleurs, le studio précis, c'est même Ubisoft Main. C'est le studio allemand de Ubisoft qui a fait tous les Anno. C'est le studio qui est vraiment spécialisé sur les Anno. Qui a aussi fait récemment le reboot de la série The Settlers. C'était un jeu de gestion aussi, à l'époque, qui était vraiment pas mal. Et là, ils ont fait un reboot, mais orienté stratégie RTS, enfin stratégie temps réel, action, pas très intéressante, le jeu à bider. Hein. T'as pas dû en entendre parler d'ailleurs. Non. Donc c'est pas grave, tant pis, c'est un raté. Mais là, on a l'air d'avoir un truc un peu intéressant. Le concept d'Anno, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est qu'en gros, on est généralement le gouverneur, le gérant d'un nouveau foyer, enfin d'une nouvelle ville en tout cas, qui va s'installer sur une île. La plupart du temps, on est sur une île. À Anno, ça se passe toujours à une époque donnée. On a eu récemment, c'était 1800, qui se passait en 1800. Avant ça, on a eu des épisodes dans le futur. 2000... je sais plus c'était quoi exactement le nom. C'était un futur un peu plus avancé quand même. Et on a eu, je sais pas, 1404, 1200 et quelques. On a eu un peu toutes les périodes comme ça. Et le but, c'est de créer sa ville, créer des chaînes de production pour récupérer les ressources qu'il y a sur ces îles, faire du commerce avec les autres îles, parce qu'il y a d'autres, soit des joueurs, soit des PNJ, qui vont aussi faire évoluer leur ville. Donc on peut faire du commerce avec eux pour essayer d'échanger des ressources que nous, on n'aurait pas. S'expandre sur d'autres îles pour récupérer de nouvelles ressources, pour produire des chaînes de production qui seront toujours de plus en plus complexes, pour agrandir sa ville, attirer des populations de plus en plus importantes. Il y a toujours en fait des niveaux de population dans chaque anneau. Si on prend le cas de 1800, on avait au début des fermiers, puis des ouvriers, puis des ingénieurs si je ne me trompe pas, et j'ai peut-être oublié... Non, il y avait artisans. Ouais, bref, ça faisait fermiers, ouvriers, artisans, ingénieurs, investisseurs, je crois que c'était quelque chose comme ça. Chaque type de population a des nouveaux besoins. Ces nouveaux besoins vont nous faire chercher des ressources de plus en plus compliquées à avoir pour évoluer vers une ville extrêmement avancée technologiquement avec une conquête d'autres territoires un peu partout. Il y a plein d'autres mécaniques dans le jeu que je ne pousserai pas dans tous les sens. Là, ce qui est intéressant, c'est le nouvel opus, donc Anno 117. Cette fois, on est à la Rome antique. Donc je pense déjà une période qui doit intéresser vraiment pas mal de monde. La Rome antique, ça fait toujours un peu rêver. Il y a eu la trend TikTok là, qui disait que tout homme pense au moins une fois dans la journée à la Rome, à Rome. À l'Empire romain. Est-ce que tu penses à l'Empire romain tous les jours, Roméo? Oui, bah tu le sais, de toute façon, je t'avais déjà parlé de mes conversations avec ChatGPT pour comprendre pourquoi tous les prénoms romains finissaient par us. Forcément, ça m'arrive des fois que ça pop dans ma tête. Donc je pense que juste par la période, ça doit intriguer énormément de personnes. Surtout que du coup, généralement, on a toujours été dans des périodes plus ou moins avancées où au moins il y avait des navires pertinents. Là, on est quand même à de la Rome antique, donc on a quand même des bateaux, mais c'est pas les mêmes navires à voile qui pouvaient traverser des terres. Donc je me demande quand ils vont mettre en forme toutes ces notions de chaîne de production et tout ça. Je pense que ça va être trop bien. Je pense que ça va être trop bien. Il y a un truc intéressant, c'est est-ce que du coup ils vont se permettre une liberté mythologique, petite folie un peu surnaturelle.
Je pense pas, mais pourquoi pas, ce serait rigolo. En tout cas, c'est comment ils vont faire évoluer la licence, parce que mine de rien, on pourrait se dire que c'est plus ou moins toujours la même chose. On produit une petite chaîne de production avec notre ville. Il y a toujours une petite spécialité d'un opus à l'autre. Là, on verra bien ce que ça va être. Je suis très très curieux. En tout cas, ils teasent des trucs un peu de geek. Où là, sur Twitter, il met des images avec des routes qui sont pas droites, qui sont un peu courbées. Ça a l'air de... Ça, pour le coup, on dirait pas comme ça, mais ça change toute la dynamique du jeu, parce que jusqu'ici, on était sur un quadrillage très très standard. Donc là, avec des routes courbées, ça fait que les villes sont beaucoup plus organiques. On va voir ce que ça peut donner. C'est prévu a priori 2025, mais on a très très peu d'infos sur le jeu, que moi je suis extrêmement sceptique. C'est pas dans leur habitude de faire Mais ça, bon, ils sortent des opus. on va essayer d'espérer quand même. On peut le voir sur leurs derniers éléments, que c'est souvent... Enfin, si on prend Ubisoft de manière générale, ils ont retardé leur jeu, en fait. Tu vois, Signature Shadow a été retardé 2 fois, si je dis pas de bêtises. On verra bien. Là, ils sont trop discrets sur le jeu, en fait. 1800, ils n'étaient pas si discrets que ça. On a eu pas mal de trailers très vite, des présentations de jeux et tout. Donc, à voir. On sait pas. Pour l'instant, on en sait très très peu. Juste qu'il est là. Il nous attend. Et moi, j'ai extrêmement hâte parce que j'ai beaucoup de temps de jeu sur beaucoup des opus de la saga. Surtout en multijoueur d'ailleurs, parce que c'est un jeu qui est multi. Hein. Vous pouvez jouer avec donc soit en tant qu'adversaire, chacun sur sa ville, soit carrément en train de gérer les mêmes villes. C'est hyper pertinent pour ceux qui n'aiment pas trop la bagarre. Toi, comment t'es d'ailleurs vis-à-vis de cette saga? T'as joué un peu? Tu connais un peu? Il me semble que j'avais joué à 1800, mais vite fait, genre quelques heures de jeu, j'ai un doute. En fait, je vais pas te mentir, je suis même pas sûr. On a déjà eu cette conversation. Je connais pas. On va partir du principe que je connais pas. J'avais peut-être dû lancer une game il y a un moment. Je suis même pas sûr que ce soit moi qui avais eu le jeu. J'avais peut-être essayé chez quelqu'un parce que ça me parle en fait quand je regarde les images. Je pense dirais que les jeux. Ouais. Non, vas-y, finis ta phrase, je t'en prie. Je dirais que les jeux de gestion, en vrai, j'ai commencé par ça. J'en parle dans le premier épisode. Avec certains titres, mais en fait, j'ai pas continué dessus et je redécouvre ça un peu aujourd'hui avec Foundation Ah oui. que j'ai découvert il y a pas longtemps et que j'ai voulu jouer à justement à Anno 1800, mais vraiment. Et au final, quand j'ai vu que Pax Romain allait sortir, je me suis dit non, je vais attendre l'Empire romain parce que je reste un homme simple et moi, tu me parles de romain, ça me donne plus envie quoi. Voilà. C'est très bien, mais je pense que je te forcerai à jouer tout le temps. Viens, Roméo, Ok. construisons une ville ensemble. Non, Est-ce qu'on peut jouer à plusieurs en plus? Ouais, ça va être dingue. Mais je pense que 1800 avait déjà fait pas mal de bruit à sa sortie. Parce que déjà, en fait, esthétiquement, c'était vraiment un jeu qui était beau. Ça donnait envie. T'avais vraiment quand tu voyais tes champs de blé, la perte de vue, tu étais si content. Donc c'est vraiment pas mal. J'ai vraiment hâte de voir ce qu'ils peuvent nous proposer. Les petits gars de En vrai, je me Ubisoft. dis prendre la Rome antique. C'est un peu comme Ghost of Yote. Le Japon, la Grèce antique, la Rome antique. T'as une mythologie très forte, les Vikings aussi. C'est toujours difficile en fait de réussir à l'intégrer de manière pertinente, donc je comprends que pour le cas de Ghost of Yote, tu te dises non, pas une bonne idée, mais pour le coup, pour un jeu de gestion, est-ce qu'il n'y aurait pas moyen de gérer ça sur un système de mode? En mode, t'as un mode réaliste et t'as un mode avec des events, tu vois. Avec certains dieux qui te. En vrai, pourquoi pas des rajouter interactions dans avec un. Alors, c'est des jeux avec des DLC tout le temps. Donc faut aimer la politique ou pas. Moi, je trouve que eux, c'est sur leur modèle économique, c'est assez intéressant parce qu'il n'y a pas des opus qui sortent tous les ans. C'est ce qui permet de continuer de faire vivre le jeu et c'est du contenu de ouf. Vraiment du contenu de ouf. Faut vraiment être un rageux pour dire que c'est abuser les prix. Moi, je trouve que c'est complètement justifié pour le coup. Et peut-être dans un DLC, ajouter un côté mythologique plus forcé qui pourrait ajouter une dynamique un peu intéressante. En tout cas, ils auraient l'opportunité de le faire. Après, si le jeu n'en a pas, est-ce que ça en fera un mauvais jeu? Je pense pas. Je pense que le jeu arrivera quand même à garantir pas mal de choses. Moi, honnêtement, je pense pas qu'ils vont le faire. Je pense pas qu'il y aura de côté mythologique. Je pense qu'ils vont rester sur le côté plutôt réaliste pour que justement les chaînes de production et tout restent cohérents. Mais bon, est-ce que le jeu... En fait, il y a quand même un truc qui est intéressant. Tu vois, si je prends Anno 1800, tu crées tes premières chaînes de production et très vite tu es bloqué en termes de productivité sur ce que ça peut, ce que tu peux donner. Tu vas juste augmenter tes populations pour essayer d'augmenter tes chaînes de production, les faire grossir, tout ça. En fait, tu peux pas continuer comme ça à l'infini et puis ça rend le jeu chiant. Donc ils amènent toujours quelque chose qui va t'augmenter d'un coup tes productions. Dans le cas de Anno 1800, c'est l'électricité. Tu découvres le pétrole, tu produis de l'électricité, tu amènes de l'électricité dans toutes tes industries, hop là, tout est boosté, c'est parti, c'est la fête, tu vois. Anno 117, qu'est-ce qu'on pourra apporter pour ça?
Zeus qui balance des éclairs. Je sais pas. Ouais. Oui, c'est pas. Enfin, Zeus, c'est pas Zeus dans la mythologie romaine. Si, c'est ça, je sais plus. Non, c'est Zeus, c'est grec. Zeus, c'est grec. Putain, j'allais dire Thor non plus. Comment il s'appelle déjà? Si, c'est Zeus. Non, Jupiter, du coup. Ouais, Jupiter dans l'idéal. Jupiter. Ouais. Bon. Oh, Chose près, c'est la même chose. Mais. Oui, ouais, on sait le même. D'ailleurs, bon, hors sujet total, mais ça me fait marrer à quel point. Bon, la Grèce antique et la Rome antique, ok. Mais les Vikings, pourquoi ils ont des équivalents Qu'est-ce qui s'est passé? Bon, bref, c'est un autre sujet. Tu veux dire que pourquoi tous les religions polythéistes ont l'air d'avoir les mêmes équivalents? Oui, c'est bizarre. Bon, après, c'est un peu le cas aussi pour les monothéistes, mais tu te dis. Ils sont loin quand même. Enfin, tu vois, les Danois. Ils sont là. Après, c'est peut-être que. Entre l'Allemagne et les pays nordiques, il y a eu un voyage à un moment. Ouais, c'est possible. Enfin bref, autre sujet. On fera un podcast histoire potentiellement si ça vous intéresse. On verra. Mais ouais, clairement, c'est vrai que pour le coup, pour découvrir les jeux de gestion, avoir un contexte comme ça, c'est idéal en fait, parce que ça parle à tout le monde. Ça fait rêver tout le monde. En fait, même si t'es pas fan d'histoire, l'Empire romain en fait. La Grèce antique, les Vikings, ça c'est excitant, donc forcément, Ouais, normalement dans le côté. c'est des très bons thèmes. Puis là, je pense que nos auditeurs, ça va quand même être des gens globalement de notre âge. Peut-être. Normalement, les gars, vous arrivez dans un certain âge, vous avez envie d'être calme, détendu. Alors, lancez un petit anneau pour vous reposer l'esprit et voir votre petite civilisation se développer. Je pense que ça peut être... Pour ceux qui n'ont jamais franchi le pas des jeux de gestion. Mais il y a pas mal de titres comme ça où les gens... Tu sais, je pense qu'ils voient les jeux, mais ils se disent même pas, tiens, et si moi, ça m'intéresserait? Tu vois, je pense notamment... Il y a la série des anneaux. Je pense au Crusader King. Mais même Civilisation, d'une certaine manière. Moi, après, j'aime pas Civilisation. Mais je sais qu'il y en a qui peuvent trouver leur compte dessus, tu vois. Mais je pense que c'est parce qu'il y a un effort à faire qui n'est pas demandé dans la plupart des autres jeux type AAA ou jeux compétitifs. Ouais, un effort de compréhension et de lecture. C'est possible. Ouais, t'as peut-être un gros interface, plein de trucs partout. C'est pas la même chose que juste incarner un personnage. Ça peut rebuter. Ouais, t'as une phase d'apprentissage quand même beaucoup plus lourde qu'un jeu Pour le traditionnel, coup, Anno, c'est une belle porte d'entrée. Parce que Anno, t'as quand même un côté très progressif dans ta partie, en fait. Où tu commences tellement bas avec très peu de choses à gérer et le jeu te tient quand même pas mal dans la main. Surtout avec t'as toujours une campagne solo qui te tient complètement par la main pour t'apprendre à jouer. Ouais. Donc honnêtement, pour ceux qui veulent se tenter au jeu de gestion, c'est quand même... c'est la meilleure saga possible. Voilà ce que j'avais à dire sur mon petit Anno 117. Malheureusement, on n'en sait pas plus pour l'instant sur ce petit jeu. Eh bien, on espère avoir des news rapidement. Parce que, ouais, clairement, il fait partie du haut de ma liste aussi. Il fait partie des jeux que j'attends. Et même si j'ai pas joué au jeu, juste par réputation, je sais que ça sera sans doute un très, 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 très bon titre. Moi, j'espère pour Ubisoft, en tout cas. Ouais. Voilà pour nos petites listes. Après, on a marqué plein de petites sorties, de petits jeux indés, genre un petit jeu indé pas connu qui s'appelle GTA 6. Tu vois. Ah oui, c'est vrai, putain, j'avoue, il y en a, ils vont se dire les fraudes, ils en ont pas parlé. Putain, c'est vrai que du coup, je l'ai même pas mis dans ma liste. Je sais, en fait. Ouais, c'est toujours un peu là. Alors, je couperai peut-être au podcast parce que je sais pas où on va aller dans cette conversation. Je crois que je n'ai même pas trop envie d'en parler en fait. Je sais même pas ce que j'ai à dire dessus. Rien, hein, quasiment. Objectivement parlant. Bah, alors en vrai, ça reste hyper intéressant du coup comme remarque. Parce que, en fait, ils sont trop particuliers. Rockstar Games, ils sont trop à part dans l'industrie du jeu vidéo. Les mecs sortent un jeu tous les 10 ans. Et à chaque fois, le jeu pète tous les codes de l'open world. Chaque fois ils sortent un jeu. Du coup, les mecs ont une pression monstre à chaque fois pour péter tous les codes au prochain opus. Ce qui explique, je pense, l'énorme délai entre les deux GTA. Donc en fait, on s'attend à prendre une claque dans la gueule. Mais en même temps, tu vois, ils sont comme à chaque fois extrêmement discrets sur leur teaser. Du coup, tu peux rien dire en fait, parce que tu sais pas à quoi t'attendre. On a juste tous vu la première bande-annonce, on s'est dit ok. J'ai dit ok. Tu peux pas... Il y a des mecs qui sont complètement fous, qui ont commencé à spéculer des trucs dans tous les sens, parce que les gens sont complètement fans de cette saga, et dans tous les cas, ça va être une réussite sans aucun souci. Mais nous, c'est vrai qu'on arrive dans une phase où on ne sait pas quoi en penser. Dans tous les cas, je pense qu'on y jouera. Ouais, oui, forcément. Moi, j'ai aucun doute quant à la qualité du titre. Même s'il y a pas mal des dirigeants de Rockstar Games qui sont partis au fur et à mesure du temps.
les mecs, ils peuvent pas décevoir, en fait. Ils ont des budgets monstres, ils ont des temps de développement monstres. C'est les temps de développement les plus longs dans l'industrie du jeu vidéo. Red Dead Redemption 2 était une claque monumentale. Je pense qu'on peut s'attendre à la même chose. Après, il y a toujours le cas, et d'ailleurs, c'est peut-être aussi le pourquoi on va pas forcément en parler, qui ne sortent même pas en 2025. Donc, on est sûr de rien. Oui. C'est plus que probable. Plus qu'au pro, après, des dernières rumeurs. Parce que c'est que des rumeurs, on verra très rapidement si elles sont fondées en plus. En tout cas, j'attends quand même d'en avoir les premières images de gameplay, quand même, pour voir automatiquement comment ça va se passer, à quel point l'interactivité du monde a été évoluée, les détails, tout ça, bref. Ce qu'on attend. L'immersion, à quel point tu peux aller encore plus loin dans la simulation de vie, notamment. Après, il y a un truc qui m'intriguait, business. moi, dans les premières bandes annonces, c'est que du coup, c'est toujours la caricature du monde moderne. Même si, est-ce que le mot caricature peut être retiré? Peut-être, c'est peut-être juste une représentation du monde moderne. Et là, ils ont inclus, du coup, toute la partie réseaux sociaux, qui sont totalement d'actualité. Donc, du coup, je suis très curieux de voir comment ils ont intégré ça dans le jeu, parce que tu peux faire des trucs un peu loufoques. Voilà. Ouais, clairement. Parce que là, pour le moment, je crois que j'ai eu aussi un peu un coup de flemme de m'y intéresser quand j'ai vu que les premières images qu'on a eues, c'est un mec qui avait hacké, et du coup, il avait fait fuiter je sais pas, je crois que c'est un braquage où on voit la nana en gunfight dans un fast-food. Enfin, je sais pas si t'as vu les mêmes images. Ouais, mais ça faisait vraiment très... tu sais, on dirait quand t'es développeur. Alors là, je vais faire une blague de geek, mais bref, enfin une référence de geek. Ça, c'était genre en 30 dev sur ton projet en local et t'es sur ta base de données locale où tu mets n'importe quoi dedans. Tu vois. Moi, ça ressemblait vraiment à... Des jeux de données pas pourris. Ça ressemblait vraiment à un environnement de dev pas du tout représentatif de ce que le joueur aura. Donc, Ah oui, clairement. Ouais. c'est un peu bête. Non, Ça, c'est clairement, trop c'est triste le d'ailleurs lobby. ce qui se passe. C'est vraiment le pire truc qui se passe dans l'industrie. Les leaks pareil, comme ça, c'est une horreur. Ouais. Ouais, c'est des trucs de. Ouais, c'est clair. Je suis d'accord. Après, je dirais pas que ça a pas tué ma hype. Hein. Je disais pas ça dans le sens. Mais en fait, Ouais, ça m'a fait chier de voir ça parce que je trouvais que ça Ouais. rendait pas hommage au jeu. Non, c'est juste ça m'a fait chier de voir ça en mode oui, bon, bah ils sont au début. Enfin, tout à fait. y a rien à en dire en fait. Oui, bah oui, effectivement, ça a l'air se claquer, mais comme tu as dit, c'est un truc. Enfin, ils ont récupéré un asset, quoi. Enfin, un bout d'un truc de test peut-être. Enfin, on sait pas ce que c'est exactement. Ça montre rien du jeu. Clairement. Non, mais faut. Voilà. GTA, il est en tâche de fond. On l'attend quelque part, mais effectivement, il est pas dans la liste initiale parce que il y a des titres avec des dates de sortie déjà pour l'instant. En fait, c'est ça, il nous paraît lointain. Mais un peu Anno aussi. Hein. Moi, Anno, je le mets dans la même liste où je sais pas. On sait pas quand il sera là. Ouais, mais l'Empire romain. Voilà. C'est ça qui nous en a fait un peu. Voilà. Est-ce que tu avais d'autres jeux sur lesquels tu voulais t'exprimer? Non, j'ai même pas envie de. Ouais, non, ça sert forcément à rien. Bon, il y a jeux, effectivement plein de jeux qui sortent cette année. On a plein de jeux indépendants. Il y a Subnautica 2, Hades 2, Slay the Spire 2. D'ailleurs, côté indépendant, il y a énormément de jeux. Il y a Metroid aussi, un titre qui est attendu par Voilà, Nintendo. il y a le fameux Hollow Knight Silksong qui sortira jamais, mais bon, c'est pas grave. Ça, c'est ça, il y a le Hollow Knight, il y a un nouveau Professeur Layton aussi. Je sais pas s'il y a des fans. Les trucs mais honnêtement, ça reste. Ouais, c'est niche de ouf, mais pour y avoir joué à certains, c'est sympa. C'est Enfin, super, ouais. C'est des jeux où on abordera peut-être ou pas du tout, mais en fait, ça fait tout simplement pas partie de la liste des vrais titres qu'on attend. Quoi. Voilà, nous on parlait vraiment de vraiment les titres qu'on avait envie de parler. C'est même pas forcément ceux qu'on attend. Tu vois, Inzoi, je rêve pas forcément, mais c'est plutôt dans ceux qu'on avait envie de parler. Après, il y a toujours plein de jeux cette année. De toute façon, je pense qu'on en parlera s'il y a vraiment des trucs qui sortent ou finalement on y joue. C'est ça. Oh, j'avoue, Subnautica 2, c'est vrai que tu viens de me rafraîchir la mémoire. J'avoue que celui-là, moi perso, je l'attends quand même un peu. On n'a pas parlé, mais, parce qu'en fait, il y a pas trop d'infos en fait, c'est ça. C'est un peu à l'image de GTA, c'est pas concret. On n'a toujours pas vraiment de news en fait, tout simplement. Donc, est-ce qu'il y a beaucoup de choses à dire? Je pense pas. Pas pour le moment en tout cas. Enfin voilà. On va pouvoir conclure là-dessus. Tout à fait. À part si t'as autre chose à dire pour terminer. Ah non, je pense que moi je suis bon. C'est bon pour toi, et bien parfait. Merci de nous avoir écoutés jusqu'au bout pour ce 5e épisode. Et peut-être relancer sur les réseaux sociaux avant de les quitter. Ah oui, c'est vrai. On a maintenant des réseaux. Vous pouvez nous retrouver sur Insta, Twitter, YouTube et bientôt TikTok pour ceux qui l'ont. Il va falloir que je m'y mette parce que je l'ai pas perso, donc je vais créer un compte exclusivement pour ça. Il faudrait qu'on finisse enfin parce qu'on m'a demandé de nous mettre sur Amazon Podcast et on l'est pas. Il me semblait qu'on l'était, mais on s'est pas mis dessus. Faut qu'on envoie ça. On va check ça. Mais clairement, Instagram, c'est notre cœur. Ça va être notre cœur de propagande. Donc, si vous voulez en suivre un, c'est clairement celui-là le plus important actuellement. Ouais, tout à fait. N'hésitez pas, ça fera plaisir. Surtout aux pauvres petits qui passent du temps à faire des reels.
qui apprend les codes Oh, le mec. dans l'ombre le soir après le travail, lumière éteinte. Merveilleux. Allez, salut les gars. Ciao plus. Soyez balèzes.